Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas. C'est extrêmement fort. Non, ça veut dire qu'on fait vraiment pas d'intro là. Mais si, il y a toujours le truc au début, machin, et après l'intro. L'intro, c'est maintenant, là, en fait. Tu sais que j'ai jamais capté qu'on avait l'intro du VHS. Ça, là, d'abord Ouais. Bah, n'hésite pas à écouter les podcasts aussi. Oups. Passif-agressif, on l'a déjà fait, donc je vais arrêter. Ouais. Non, mais c'est pas vrai. Arrêtez mon père. On les a pas toujours eu, parce qu'au début, on n'était pas dans le vaisseau. On les a pas toujours eu. Mm. Par contre, non, mais j'ai écouté le dernier épisode, donc j'aurais dû m'en rendre compte en fait. Ouais, tout à fait. Ouais, c'est Est-ce vrai. que tu as des aveux à faire? Oh Alors j'avoue. Oula. Pardon. Ça, c'était ma faute compliquée. Elle a dit j'avoue, je suis pas bien. Elle va dire un truc, vas-y. D'un ton grave en plus. Non, j'avoue qu'il y a certains épisodes que j'ai un peu écouté en mode accéléré, voilà. En diagonale, quoi. Voilà. C'est pas grave. Bah voilà, c'est tout. Moi, je crois que je les ai tous écoutés. Et j'ai fait un peu dans le désordre sur la fin parce que je voulais écouter Eva qui nous a rejoint. Et d'ailleurs, c'est sa première en physique ce soir, c'est important de le dire, je pense. C'est vrai. Merci. Et après, là, j'ai écouté le 43, j'ai fini tout à l'heure. Donc, sur l'année 2022, j'ai fait un peu n'importe quoi. Mais j'ai tous écouté, je pense. Et alors, un épisode préféré ou pas? Les 46 premiers ainsi que le pilote. Non, mais Le mec qui ne se mouille pas. Non, je pense que si tu veux, je me mouille un peu. Celui qui s'appelle Émotion, je crois que c'est le numéro 8 de mémoire. Ah, toujours? Ouais, bah ça fait partie de mes coups de cœur. Mais c'est pas mon coup de cœur de. Tu comptes pas, hein. Si, ça y est, voilà. Et il y en a d'autres aussi, je sais plus en tête. Je suis très fier à titre perso de ma chronique sur Orelsan. J'ai trop kiffé. Ça, tu me l'avais déjà dit. Cool. C'est assez rare que je sois fier d'une chronique. C'est quel numéro d'épisode? Enfin, c'est quel épisode? Alors, il y a un petit lien dans la description du podcast où il y a tous les épisodes. Non, je l'ai plus en tête, mais je sais pas, peut-être 35, 36. Entre 30, ok, dans les 30 épisodes. Tu parlais de OA d'ailleurs, Ellie. Oui. Et je l'ai platiné depuis. Ah. Et il y a Zef qui parlait d'inscription et je l'ai mis en wishlist. Donc j'avance un peu. C'est bien. Dans Emotion, on avait parlé du suite de Rachel Foster. C'est celui-là? Non. Non. Ça, je me souviens, c'était chez moi cet épisode. Ça, c'était plus tard, beaucoup plus tard. Okay. Ouais. Je dirais que c'était mars 2020 ou février 2020 parce que c'était juste avant le Covid. Dans Emotion, je me rappelle plus. C'était un jeu chelou d'Anya. Ouais. De mémoire. C'était un jeu indé. Avec un arc-en-ciel sur la pochette. Non, c'est pas une blague. C'est, je crois. Oui, c'est ça. Putain, c'était un jeu creepy cute, non? Ouais, exactement. Mais plus touchant que creepy. Mais plus touchant parce qu'en fait, j'avais parlé du studio qui est fondé par des gens qui sont en couple maintenant, mais notamment d'une nana qui est derrière la direction artistique et qui en fait a vécu des violences sexuelles dans son passé et qui du coup a trouvé dans la création de jeux vidéo un moyen de se guérir et de rentrer dans ce process d'acceptation et comment rebondir après. T'es un peu dans la même veine que celle qui a fait Franbo. Mais c'est ça. Mais c'est ça. Ah bah c'est ça. Ce jeu-là. Ah bah voilà. Ouais, c'est bien, mais putain. Eh bah écoutez-le. Écoutez-le. Il était cool, ouais. Après, je sais pas si je lui ai rendu honneur, en vrai. Je pense que j'en ai parlé parce que je venais de le finir à ce moment-là, où je venais de le finir il y a quelques jours avant. Et j'en ai parlé un peu avec émotion parce que voilà, tout le monde sait, j'ai un amour incroyable pour les studios indés. Parce que je sais le taf que ça représente derrière, parce que je sais ce que ça représente de bosser et de se lancer dans des projets corps et âme qui peuvent... On est en train de tendre un téléphone à Anya pour lui couper la parole pour lui montrer l'épisode qui était le numéro 12. C'est le numéro 12, Émotion, du 9 octobre 2019, d'une durée d'1h30. Ah, la durée c'est important. Voilà. Et c'était Little Miss Fortune. Ah, Little Miss Fortune. Mais Franbo, t'en avais parlé aussi. Mais Franbo, c'était celui d'avant. Et c'était le tout premier. Ok. Et d'ailleurs, ce même studio est en train de développer un autre jeu. Un spin-off d'un des personnages de Little Miss Fortune. Ah ben j'avais adoré Little Miss Fortune. Mais J'avais fait sur mobile, du coup. Et ils m'ont envoyé la tasse. Et c'est trop mignon. Et ah oui. Il y a du vomi, il y a des petits cœurs, et des gens, et du sang.
Et tout le monde, à chaque fois que tout le monde se penche dessus, là, je fais putain, mais c'est quoi ce truc là? Mais voilà, c'est ouais, c'était un bon souvenir. Effectivement. Voilà, merci. Bah, avec plaisir. Je te laisse peut-être lancer quelque chose, je sais pas. Est-ce qu'on dirait pas que, voilà, quand même, l'épisode numéro 47, ça démarre Allez! maintenant. Le Contrecast, c'est quoi? C'est un podcast où j'ai toujours autour de moi de véritables passionnés qui savent nous raconter leurs aventures sur un sujet qui leur a plu ou pas. Vous le savez sans doute désormais, chacun a sa chronique, puis on échange entre nous sur les différents sujets. On commence par le traditionnel tour de table, majoritairement féminin. Trop bien. Trop bien. Bon, après, ça c'est arrivé, c'est déjà arrivé, mais de plus en plus. Et j'ai envie de dire que c'est pour le mieux. Tu me regardes, je sais pas si c'est. Je regarde, je sais pas pourquoi je te regarde, Ok. je pense que j'ai fait un blocage. Parce que je suis moins féminin de la table, peut-être. Mais Je sais malgré tout, on va commencer par le retour d'une de nos chroniqueuses. Ah oui. Parce que ça faisait un petit moment quand même. Aïli, comment est-ce que ça va? Bah, très bien, et toi comment tu vas? Ça fait très très longtemps qu'on s'est pas vu. Ça fait au moins. Oh. Bon, alors là, j'allais dire 6 mois au pif. J'allais dire juin, avril. Ah ouais? Bon, bah peut-être, ouais, effectivement, peut-être. Mais voilà, très contente de te revoir. Yes, moi aussi, très, très contente de revenir. Et de quoi est-ce que tu nous parles pour cette épisode? Alors, j'ai parlé d'un jeu qui se fait allumer sur Twitter en ce moment à cause de sa nomination au Game Awards. Je parle de Stray. C'est pas le seul qui se fait fusiller, mais on en reparlera Oui. du coup à ce moment-là. On continue avec quelqu'un dont vous avez fait la connaissance lors de notre précédent épisode. Eva, comment est-ce que ça va? Bah écoute, ça va très bien. En forme. La première en physique, Ouais. est-ce qu'on t'impressionne? Est-ce que tu seras En fait, impressionnée? finalement, ça va. Finalement, ça va. Finalement, ça va, tu vois. Pas si impressionnant. Non, ça va. De quoi est-ce que tu nous parles pour cet épisode? Ah, je le dis maintenant. Ouais. Ok. Bah écoutez, je vais vous parler de 47 cordes. Et pas seulement, en fait, je vais vous parler des bandes dessinées, ou plutôt des romans graphiques de Timothée Le Boucher, qui est un auteur français que j'aime beaucoup. Et voilà, je vous en parle tout à l'heure, parce que sinon, je risque Tu de nous spoil déblatérer. trop. Exactement. Mais beaucoup de choses. merci. Et enfin, celui... j'ai toujours un lien avec la bouffe avec toi, c'est assez récurrent, je suis désolée, hein, mais c'est ton Instagram qui m'inspire. Celui qui profite des Dèche Pro. Pour, De ouf, bientôt vraiment. mon tour. Avec plaisir. Bah, ça va très bien. Si c'était la question que tu allais me poser, je sais pas. non, j'allais Ok. dire ceux qui profitent des Dèche Pro pour faire le Ouais. resto de tout Paris. Ouais, Ouais, ça, voilà, c'est à peu près ça, hein. c'est du travail en même temps, de manger, c'est important. Ouais, bah ça va très bien. Je suis très content d'être là et d'avoir une nouvelle tête, une nouvelle voix au micro et peut-être une autre qui arrivera plus tard. Peut-être. Teasing. Teasing. De quoi est-ce que tu nous parles, John? Et bah si on parle de chat et de Le Boucher, moi je vais parler d'ours et de bouffe. Voilà. Tu vois, même ta chronique me donne Ouais. raison. Ouais, c'est vrai. En fait, c'est ça. Hein. J'aime trop manger. Et ben, j'ai envie de dire, c'est parti pour le premier sujet. Ne t'éloigne pas de ton micro. Je suis prêt. Exactement. Je vais quand même te faire parce que j'exagère vraiment pas quand je te taquine sur la bouffe. Je crois qu'il y a même concocté, du coup, une chronique Oui, tout à fait. à ce propos. Ouais, j'aurais pu parler de God of War ou de Plague Tale Requiem, mais non, en fait, j'ai envie de parler de The Bear, la série qui est sur Disney+, qui est ouf, vraiment. Alors déjà, je vais faire un petit peu l'instant Wikipédia. C'est sorti en juillet 2022, donc comme je disais, sur Disney+, enfin en France en tout cas, parce qu'avant je crois que c'était sur un autre support, mais bon, ça nous intéresse moins. C'est une mini-série de 8 épisodes, et au niveau de la durée des épisodes, il y a un point commun avec le Contrecast, c'est que la durée est relativement variable, puisque ça dure entre 20 et 47 minutes, donc voilà, comptez une demi-heure en moyenne, hein, je dirais. Et le pitch, c'est quoi? C'est Carmen, dit Carmi Berzato, un jeune chef du monde de la gastronomie qui est de retour à Chicago pour reprendre la direction de l'établissement familial, à la suite du suicide de son frère. Loin de son univers, Carmi doit faire face aux écrasantes responsabilités d'une petite entreprise, à un personnel récalcitrant et à des relations familiales tendues, tout en subissant les conséquences de la tragédie. Vous l'avez compris, on n'est pas du tout sur une série comique, mais plutôt sur un drame.
Et je vais vous citer quelques acteurs de la série, comme Jeremy Allen White, qui est connu pour Shameless, que je n'ai pas vu. Il y a Ayo Edebiri, qui est connu pour la série Dickinson, que je n'ai pas vu. Et enfin, Ebon Moss Backrack, qui est connu pour le film Entre deux rives ou la série Girls, que je n'ai pas vu. Donc comme ça, pour moi, le cast était un peu nouveau et c'était très bien. Je vais vous dire un peu pourquoi il faut regarder cette série. Alors déjà, je me souviens plus de ce qu'il m'avait dit exactement, mais c'est un certain Yoms, peut-être que certains connaissent autour de la table, qui m'a dit « faut que tu regardes, c'est trop bien ». Je me dis « Bon, bah, un jour, on commençait une nouvelle série avec madame et on s'est dit « Bah, on va écouter cette recommandation, parce que ça peut être utile. » Et je l'en remercie. Donc imaginez, c'est un peu un cauchemar en cuisine, mais en version scriptée. Alors je pense que là, je vous l'ai déjà super mal vendu, parce que c'est pas tout à fait ça. Mais en fait, c'est donc le fameux Carmi, qui est destiné à devenir un grand chef. À la base, il est dans un resto, je sais plus, 2 étoiles, un truc relativement stylé. Mais en fait, il rentre à Chicago, comme je disais dans le pitch, pour rattraper l'affaire de son frère, puisqu'il est décédé. Et c'est un resto, mais qui est à l'opposé de ce qu'il faisait, donc un truc complètement miteux. Ça donne pas envie d'aller bouffer là-bas, quoi, très clairement. Et en fait, il va découvrir progressivement les secrets laissés par son frère, que ce soit en termes d'administratif, de différentes dettes et autres, et il se rend compte que ça va être une galère sans nom. Il a envie de bien faire et de rattraper le truc, évidemment, mais ça va pas se passer comme il entend toujours, parce que dès qu'il règle un problème, il y a 2 nouveaux problèmes qui arrivent, quoi. Donc je vous laisse imaginer la spirale un peu infernale de ce truc-là. Il a dans son équipe, d'un côté, un co-gérant qui est exécrable, insupportable, même odieux, je dirais. On sait pas trop ce qu'il fait dans le resto, à part se droguer, on le sait, ou gueuler n'importe comment sur n'importe qui, et il fout la merde, quoi. Et de l'autre côté, il y a une jeune qui débarque un peu de nulle part. Genre, coucou, c'est mon jour 1, celui qu'on retient. Désolé pour la référence, si t'as compris. Qui peut très vite épauler Carmi. Donc on sait qu'il peut se passer un truc avec elle. On sent un peu d'énergie qui arrive en elle. Et il y a aussi l'actrice que j'ai pas citée, Lisa Colon-Zayas, qui travaille ici depuis, je pense, plus d'années que l'année de vie du restaurateur, et qui est assez réfractaire au changement. Gna gna, j'ai toujours fait comme ça, j'ai pas envie de changer. Voilà, pourquoi on changerait, quoi. Donc je veux pas citer tous les persos, il y en a quand même pas mal, mais grosso modo on va dire que c'est un peu une affaire de famille à 200 à la base, qui devient une affaire d'une vraie famille, mais plutôt adoptive, qui va se construire et se reconstruire ensemble. Donc Carmi s'accroche, il sent qu'il doit faire un truc, il sent qu'il peut y arriver, et il sent qu'il va en chier. Et mon ressenti dans tout ça, c'est quoi ? Alors déjà, premier épisode, un conseil que je peux vous donner, faites pas un truc à côté, faites pas la cuisine en même temps que vous regardez ça, parce que ce serait du gâchis, parce que ça démarre hyper fort, c'est je pense qu'il faut aller 1 à 2 minutes pour vraiment être déjà à fond dans le truc, monter en pression. C'est une série qui le fait extrêmement bien. Et ça démarre pleine balle. Ce que je voulais dire ensuite, c'est l'impression d'être un peu un stagiaire. On rentre dans cette cuisine, on voit que ça fonctionne mal, on étouffe. On subit le truc et on sait pas quoi faire. On est complètement perdu. On sait pas où donner de la tête, mais on sait qu'il y a un truc qui va pas. Et chaque épisode arrive à apporter quelque chose dans la relation entre les persos, dans l'évolution du restaurant. Il y a des bonnes et aussi des mauvaises surprises, bien évidemment. Et en tout cas, c'est tout sauf linéaire, quoi. Il se passe des trucs tout le temps, ça s'arrête vraiment jamais, quoi. L'acting est ouf. Vraiment, tous les acteurs sont incroyables, même si Carmi sort un peu du lot parce que c'est le personnage principal. Mais tout le cast est incroyable, quoi. Ils ont pas tous les mêmes comportements et ils ont une super alchimie. Ça m'a rappelé des très bonnes séries où il y a des liens entre les persos qui sont assez forts et vraiment ça m'a beaucoup plu par rapport à... le choix de casting est assez incroyable. Un élément qui va beaucoup plaire à Cotrus, c'est au niveau de la photographie, les plans. Vraiment, c'est même une simple caramélisation d'oignons est sublimée, je trouve. C'est un truc qui est trop bien. C'est trop beau, quoi. On voit tous les plans. Vraiment, je pense que ça va jouer aussi sur mon appréciation de cette série parce que c'est beau. Et en plus, ce qui est bien, c'est que la série est trop courte pour avoir des longueurs. Donc vraiment, ça ne s'essouffle pas, ça n'a pas le temps. Et les scènes sont ultra prenantes. Il y a un épisode donc je vous parle absolument, je vous spoil le numéro, c'est le 7ème sur 8, mais en fait c'est un plan séquence de 20 minutes. Et c'est pas comme ça toute la série, mais je suis obligé d'en parler parce que j'ai des frissons quand j'en reparle parce que je repense à cet épisode. C'est donc l'avant-dernier, et il y a une puissance qui est incroyable. Il se passe des trucs tout le temps. Il y a 10 personnes, 12 personnes dans la cuisine, ça s'arrête jamais, et ils sont en préparation de l'ouverture du resto à ce moment-là, et c'est incroyable. Je pense que c'est un des épisodes de série les mieux que j'ai vu de tous les temps, quoi. Tellement c'est... pour vous donner, vous imaginez à quel point c'était ouf. On voulait enchaîner sur le dernier, et madame, elle a dit, je peux pas regarder de suite, je suis trop angoissé. Il s'est passé trop de trucs en même temps, j'arrive pas à les assimiler, à les digérer, quoi. Et vraiment, j'ai eu du mal à accepter qu'elle me dise ça, et en même temps, je me dis, mais ouais, t'as raison, faut qu'on redescende là, parce que on va pas savourer le dernier épisode sinon. Il y a vraiment trop de trucs de fou, quoi. Et je veux pas vous en dire plus, mais parce que je vous incite à voir cette série, mais elle est ouf.
Et vraiment, j'insiste, j'ai noté, mais je pense que j'ai pas beaucoup d'éléments de comparaison sur un épisode qui m'a marqué sur une série. Je pense à Fleabag, je sais pas si vous vous rappelez de cette série-là. Je crois que c'était la scène au restaurant, il me semble, qui m'avait beaucoup marqué aussi dans le même esprit, incroyable. Un autre épisode que j'ai adoré, c'est il y a un espèce de monologue de Carmi où il est assis, il parle, un peu genre dépité sur un sujet, et ça dure, je sais pas, 4-5 minutes, et c'est pareil, j'ai l'impression d'être en apnée quand je regardais ça, quoi. Ça m'a vraiment pris, quoi. C'était incroyable. Et pourquoi c'est aussi fort et aussi touchant? Bah, en fait, parce que c'est vrai, parce que c'est humain, et c'est des choses qu'on pourrait retrouver dans la vie. Enfin, je trouve que c'est pas faux, quoi. On sait que c'est écrit, évidemment, mais on s'attache aux personnages comme si c'était un peu nos collègues. On a le sentiment d'être avec eux, de souffrir en même temps qu'eux, d'être content quand ils le sont. Mais ouais, c'est ça qui m'a vraiment touché et inspiré. Je trouve que c'est un peu à l'image de Superstore, dont j'avais parlé dans l'épisode 37. Il y a le petit lien dans la description du podcast, bien évidemment. Et au niveau de l'humain, en fait, même si là c'est beaucoup plus étalé parce que ça dure 6 saisons et on a le temps de s'habituer au personnage et voilà. Là, il y a un truc, l'intensité est incroyablement condensée sur ces 8 petits épisodes et c'est fou, quoi. Et ouais, c'est un peu nos collègues. On a envie d'agir pour les aider, mais on sait pas comment, quoi. Je reprends un peu l'exemple du stagiaire qui est en plein milieu de la cuisine et qui est aussi perdu que, quoi. Donc c'est fou. Et évidemment, il se passe un truc incroyable en fin de saison. Il y a un climax de fou. Donc tu te dis, bah, ça peut pas s'arrêter là. Et bien sûr, il y aura une saison 2. Et je suis à peu près sûr qu'elle ressemblera pas du tout à la première saison. Et je l'attends avec une très très grande impatience. Bref, regardez The Bear sur Disney+. Et même si ça parle de bouffe, on mange pas tant que ça dans cette série. Donc pour faire un écho avec ce que tu disais en intro. Mais en tout cas, je l'ai dévoré sur tous ces plans, sur toutes ces relations, sur toute cette intensité dans les épisodes. Et j'ai, je pense, fait une chronique peut-être un peu courte parce que la série, je veux vraiment pas vous dire ce qui se passe dans la cuisine, mais il se passe des trucs de ouf. Vraiment, elle est dingue. Regardez-la. Quand tu dis angoissant, comment est-ce que ça se traduit visuellement et narrativement parlant? Est-ce que c'est parce que c'est la tension dramatique qui est tellement... C'est des bonnes intentions qui sont assez calibrées, assez ciblées. Il y a des problèmes qui viennent par-dessus et qui peuvent provoquer une sorte de descente aux enfers. Et tu as envie de croire que ça peut s'arranger. Ça s'arrange pas toujours. Donc, et c'est ce côté-là où tu te dis, t'es stressé parce que tu t'y crois comme les personnages peuvent y croire. Et derrière, tu te rends compte que ça marche pas toujours comme tu as envie que ça marche, quoi. Et t'as la pression de le restaurant va ouvrir. Est-ce qu'on va réussir à tenir à temps? Est-ce que ça va pas être la merde? Enfin, t'as plein d'éléments perturbateurs enfin voilà, pour avoir vécu et travaillé pas mal dans l'informatique, t'as une mise en prod à faire à un instant T, et au moment où t'as un truc qui bug à 5 minutes avant la fin, faut trouver une solution. Donc c'est un peu cette angoisse-là que j'ai vécu, je pense. La mise en prod le vendredi. Par exemple, exactement. Tu vas partir en week-end, t'as tes potes qui sont presque devant le train, et toi tu fais j'arrive, et il faut faire un truc, faut décider vite. Voilà, cette angoisse-là. Et justement, je regardais l'acteur principal. Effectivement, tu as mentionné Shameless. Shameless, c'est assez incroyable aussi. Et c'est un mix d'émotions assez oufissime. Et je pense que ça te plaira si l'intensité t'a plu dans The Bear. Je pense que Shameless, dans un tout autre registre, peut aussi te plaire. C'est peut-être pour ça qu'il a été casté d'ailleurs, pour je sais pas, son côté assez posé et tout, même s'il peut péter un plomb, ça peut arriver comme tout le monde. Mais en tout cas, cet acteur-là est assez ouf. Ouais. Eva, t'as l'air d'approuver. Ouais, moi ça me donne envie. Ça me donne envie parce que moi déjà à la base je suis très mini-série, j'aime beaucoup ça. Parce que j'ai pas le temps de me lancer dans des grosses séries, voilà. Donc déjà ça me chauffe. Surtout si tu me dis que ça démarre rapide, ça j'ai besoin aussi. Et j'ai quand même une question. Est-ce que on a des plans sur des recettes ou des choses comme ça? Alors, si tu veux reproduire les recettes qu'ils font, alors t'as quelques conseils de cuisine, je dirais. Okay. Mais je t'orienterais peut-être plus vers un Top Chef, un truc comme ça. Tu m'as parlé d'un plan sur du caramel, sur des oignons caramélisés. Ouais, il découpe des trucs. Enfin voilà. Ok, mais c'est pas. En fait, c'est pas focus sur le. Bon, tu t'as dit que tu voulais pas parler des problèmes, mais j'imagine que déjà la cuisine proposée n'est pas au top. Ça fait partie des problématiques ou pas du tout? C'est plus le logistique ou tout ce qui est autour. Il arrive avec une envie d'améliorer ce qui existe déjà, en mettant des petites choses dans les recettes qui font que ça peut marcher. D'accord. Et il y a des trucs qui... Peut-être. D'accord. Peut-être de la coriandre, je sais pas. Non, il y a plusieurs possibilités. Ok, bon, ouais, c'est pas ça qui va te faire revoir ta cuisine. Okay. Mais en tout cas, ça peut te faire saliver un petit peu, mais c'est pas le but de la série. Ah oui, il y a de ça aussi. Oui, un ça petit va peu. Okay. Alors, l'une des premières reviews quand même que j'ai lues par rapport à justement la beauté des plans et tout, c'est les plus beaux avant-bras de la télévision.
Ouais, alors il est tatoué l'acteur principal et je sais pas si tu fais référence à ça, mais après il y a quelques. Ouais, je sais pas, le casting est assez varié. Avant-bras, je sais pas, il est peut-être un peu plus musclé que la moyenne. Le co-gérant aussi, c'est un peu un bad boy quoi, beau gosse, mais t'as pas envie que ce soit ton pote quoi. Mais ouais, peut-être, je sais pas. J'ai pas forcément flashé, j'ai pas croché sur les avant-bras des acteurs. En tout cas. Ali? Alors moi j'ai 2 questions. Alors ça me donne beaucoup envie et en plus j'en en avais déjà parlé mais bon partageant la vie de quelqu'un qui est dans la restauration, enfin qui est chef. Du coup je vais de ce pas regarder avec lui. Non, ma première question c'est The Beer parce que le restaurant s'appelle The Beer. Je pense que tu auras la réponse dans la série. Ok, ça veut dire oui. Et la deuxième question c'est est-ce que c'est inspiré pas de faits réels mais d'histoires d'une famille, je sais pas, qui a déjà existé ou ce genre de choses. J'en ai aucune idée, mais si c'est le cas, ça me surprendrait pas. Ok. Voilà. C'est comme je dis, c'est très réel en fait. Donc ça. Oui, d'où ma question. Ouais. En fait, tu peux t'imaginer, il arrive, il relance le truc, ça marche, c'est génial, c'est le monde des bisounours, mais ça se passe pas comme ça. Donc finalement, ça rend la chose réaliste aussi. Est-ce qu'il y a des guests, genre des vrais chefs qui viennent? Genre ça le code Milo, je sais Alors, pas. il y a des genre guests, ce genre de Gordon truc. Ramsay. Gordon Ramsay, genre qui crie en disant You are a sandwich, je sais plus quoi, c'était quoi le même. You are a stupid Ça sandwich. détruit tout le show. Je crois que c'était ça. Il y a quelques trucs, il y a une notion de flashback notamment, où on voit quand il était dans son grand restaurant auparavant, où il se fait peut-être un peu pourrir justement, mais c'est un détail dans la série quoi. Ok. Eh ben merci John. T'as pas de questions supplémentaires? Non, T'as le droit. En fait, 8 épisodes, effectivement, si on peut pas aller plus en amont. Je préfère, ce serait dommage de vous raconter plus que ça en tout cas. Ouais. Je préfère vous donner envie de regarder plutôt que vous. Mais moi, ça me donne envie de regarder, ne serait-ce que pour cet acteur-là en particulier. Je sais pas pourquoi je fais une fixette sur lui. Parce que les avant-bras, non, c'est pas vrai. En fait, c'est une review que j'ai lue sur Sens Critique pour tout vous dire. Où c'est le titre de la review en mode les plus beaux avant-bras de la télévision. Je fais tiens, c'est surprenant. Après ça, qu'il y a souvent t'as plus de plans sur ses avant-bras que oui, voilà, c'est ça. Je pense que c'est surtout vis-à-vis de ça. Mais oui, merci pour ta chronique, John. C'était The Beer réalisé par Christopher Storer. Donc la première saison est sortie en juillet de cette année en 8 épisodes et dispo sur Disney+. On enchaîne. Parce que décidément, Eva a plusieurs cordes à sa harpe. Tout à fait, pas mal. C'est moi chercher. La meuf qui est super, qui cherche, c'est super loin. Tu as cherché toute la nuit. Non, mais j'ai appris que par contre, il y avait effectivement 47 cordes sur une harpe standard. Est-ce que tu nous en dirais pas plus justement sur le... Exactement. Alors, je vais vous en parler un peu plus, mais avant de passer à 47 cordes, je voulais quand même vous parler un petit peu de Timothée Le Boucher et de ce qu'il a fait, parce que si j'entre direct dans 47 cordes, en fait, comme John, ça va être assez rapide, sachant que je ne veux pas vous spoiler l'histoire complètement. Du coup, alors pour vous expliquer un petit peu, donc Timothée Le Boucher, c'est un auteur français de BD. Il a été connu en 2017. Il a fait des BD depuis un peu plus longtemps maintenant, mais il a vraiment connu un gros pic en 2017 avec sa bande dessinée, son roman graphique plutôt, Ces jours qui disparaissent, qui peut-être vous parle. Donc c'est édité par Glénat et je vais vous faire un petit peu le pitch rapide de Ces jours qui disparaissent. C'est comme ça que moi aussi j'ai connu Timothée Le Boucher et que je me suis intéressée un petit peu à ce qu'il faisait d'autre. Donc en fait l'histoire ça parle de Lubin, c'est un acrobate et il a une vingtaine d'années, c'est quelqu'un qui est un peu porté par tout ce qui est artistique. Il a sa petite bande de potes, c'est un gars qui vit assez tranquillement, sans chichi, sans manière. Et un jour, en fait, il va se prendre un mauvais coup en faisant une acrobatie, il va tomber sur la tête, et le lendemain, quand il va se réveiller, il va se retrouver pas le lendemain, mais le surlendemain. Donc lui, il va se dire, c'est bizarre, j'ai dû m'endormir à cause du choc pendant 24 heures, c'est chelou, mais bon. Et le lendemain, c'est la même chose, il se réveille le surlendemain. Donc ça commence à lui créer pas mal de problèmes dans son entourage, parce que forcément, il rate le travail, ses potes l'attendent à la répétition, il est pas là, enfin, il commence à s'inquiéter un petit peu. Et il décide de se filmer, d'en mettre une petite caméra chez lui pour voir en fait ce qui se passe pendant la nuit, qu'est-ce qui lui arrive. Et là, quand il se réveille le matin, il voit que c'est quelqu'un d'autre, enfin c'est lui, mais du coup, qui a une double vie. Il voit lui, physiquement, qui se prépare, qui fait la maison, qui sort. Donc là, il se rend compte qu'en fait, il a une autre personnalité qui prend le dessus un jour sur deux. Et il décide au début d'essayer de communiquer avec cette personne en écrivant des petits mots, des petits machins.
Voilà, au début, ça part sur une petite cohabitation bien tranquille de voilà, est-ce que s'il te plaît, tu peux aller au travail aujourd'hui? Ouais, voilà, ah, super, aujourd'hui, je t'ai fait la machine. Voilà, ça part bien. Petit à petit, le problème, c'est que la deuxième personnalité commence à prendre un peu plus le dessus et réagit en fait, non pas un jour sur deux, mais 2 jours. En fait, c'est-à-dire que Lubin en fait est réveillé un jour, ensuite 2 jours, c'est l'autre personnalité. Ensuite, ça s'étend à une semaine, et puis ça s'étend à des mois, et finalement, c'est des années et des années où il est endormi et où son autre personnalité, qui est beaucoup plus sérieuse, pas du tout dans l'acrobatie, avec un autre comportement complètement, qui prend le dessus. Donc là, en fait, il y a tout c'est une histoire un peu, comment dire, psychologique. En fait, il y a un drame un peu psychologique parce que forcément, on a Lubin qui est complètement dévasté par ce qui lui arrive. En attendant, lui, de son côté, il a sa copine. Il y a une histoire d'amour. Enfin bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est une histoire qui a fait connaître Timothée Lebaucher tout de suite et qui est super et que je vous recommande déjà dans un premier temps. Et donc moi, j'avais l'édition spéciale de 50 ans de Glénat, en fait, et ils ont sorti une édition, une nouvelle édition refaite pour l'occasion. Et quand j'ai voulu m'intéresser à ces autres BD, il avait sorti une autre BD qui s'appelait Le Patient. Voilà. Le Patient qui a d'ailleurs été adapté en téléfilm cette année. Je crois qu'il va être disponible sur Netflix d'ailleurs, de ce que j'ai vu, de ce que j'ai cru voir sur Twitter. Le Patient, là pour le coup, c'est vraiment autre chose. C'est un thriller psychologique complètement. Ça commence avec un drame. C'est ce qu'ils appellent le drame le massacre de la rue des Corneilles. Voilà. C'est en gros. Pour vous expliquer, cette fois-ci, le personnage s'appelle, attendez que je me souvienne, Pierre. Voilà. Pierre, il se réveille dans un hôpital et c'est 15 ans après un drame qui est arrivé à sa famille. Toute sa famille a été retrouvée tuée chez lui. Lui, c'est le seul survivant. Voilà. Donc lui, forcément, il est amnésique, il est handicapé, il ne sait pas ce qui lui arrive. Et il va être pris en charge par une psychologue qui s'appelle Anna Kieffer, et qui est spécialisée sur toutes les questions de criminologie. Et elle va vouloir un peu essayer de parler avec lui pour en savoir plus, pour voir s'il a des bribes de souvenirs de ce qui a pu se passer pour résoudre cette affaire d'il y a 15 ans. Et en fait, il y a une histoire un petit peu... elle va se prendre d'affection un petit peu pour son patient. Et je ne vais pas vous spoiler, mais il y a beaucoup de choses autour qui se passent. Et puis, en fait, ce qui est génial dans les romans graphiques de Timothée Lebaucher, c'est que... il y a vraiment ce côté-là où il nous surprend à des moments où on ne s'y attend pas du tout. Des passages où on se dit « Oh, ça, ok, c'est prévisible ce qui va se passer après. » Et en fait, non, pas du tout. C'est pas du tout ce qui va se passer après. Et c'est vraiment ouf. À chaque fois, je m'en rends compte. À chaque fois, je me dis « Ah, cette fois, je vais pas me faire avoir. Je sais et tout. » Et non. Il y a un truc qui se passe qui est crédible, qui est totalement plausible, mais qui n'est pas ce à quoi je m'attendais. Voilà. Maintenant, je vais rentrer dans le détail sur 47 cordes, parce que c'est quand même le point sujet du jour. Alors 47 cordes, c'est sa dernière BD, je me souviens, elle est sortie l'année dernière, en novembre 2021, il y a 1 an déjà, et j'avais été aux séances de dédicace justement de Timothée Lebaucher. C'était dans une librairie dans le 15e arrondissement, c'était justement en novembre à peu près à cette période de l'année, je me souviens très bien. 47 cordes, en fait, c'est une série en plusieurs volumes, donc pour le moment il n'y a que le volume 1 qui est sorti, le volume 2 est prévu, alors, d'après Timothée, de l'interview qu'il nous avait faite l'année dernière, il se donnait comme deadline fin 2022, du coup. Mais il a dit que c'est très probable que ce soit premier trimestre 2023. Voilà. Mais il nous avait dit, moi, je me mets en deadline fin 2022 pour me mettre une petite pression et pour pouvoir vous proposer ça au plus tôt. Et ça fait déjà 1 an et j'attends la suite. Mais du coup, pour vous parler du premier volume, je vais vous lire quand même un petit peu le synopsis. Et après, vous l'expliquer un petit peu. Donc, un jour, une métamorphe rencontre un jeune homme, le harpiste Ambroise, dont elle tombe amoureuse. Dès lors, séduire... Attendez, pardon. Bon, mes notes sont mal prises. J'ai mal copié mon synopsis. Donc, je crois que je vais vous l'expliquer directement, ce sera mieux. En gros, on a un harpiste qui s'appelle Ambroise. Donc, c'est un jeune homme qui est très méfiant, pas du tout sociable, vraiment dans son monde à lui. Qui parle à personne, etc. Il est sur une plage et puis il y a une métamorphe, en fait, c'est une très belle femme qui le repère de loin et qui décide d'essayer d'aller le séduire. Elle est magnifique, vraiment la petite sirène, quoi, cheveux rouges, longs, elle lui propose d'aller nager avec lui, etc. Il veut pas, il est pas du tout intéressé. Donc elle commence à avoir une petite obsession sur lui. Et elle se dit non, je vais l'avoir, il va être avec moi, donc je vais me métamorphoser autant que possible en toutes les femmes possibles, ou hommes justement, parce qu'elle va se dire peut-être que, jusqu'à lui plaire. Et donc ça, c'est une première partie de l'histoire. Maintenant, par rapport aux cordes, en fait, il faut savoir que justement cette métamorphe-là, elle est connue de la haute société pour être une cantatrice qui s'appelle
J'arrive jamais à trouver ça, non. Francesca. Bref, Francesca, voilà, je l'ai. Je vais dire la métamorphe à chaque fois, parce que Francesca, bon. Du coup, ce qu'elle va faire, en fait, pour l'approcher, comme elle sait, au fur et à mesure, en fait, quand elle va prendre différentes formes, elle va se rapprocher de lui, elle va savoir que lui, justement, il aime la harpe. Elle sait que son désir le plus profond, c'est de devenir un harpiste professionnel. Donc, quand elle va être sous la forme de Francesca, sa forme naturelle, elle va l'approcher en lui proposant de lui offrir une harpe parfaite, avec 47 cordes parfaites, les plus chères du monde, enfin des harpes qu'il ne pourra jamais se permettre d'avoir, à condition qu'il réussisse 47 missions qu'elle lui donnera. Donc elle lui dit, voilà, tu auras à chaque fois une mission, tu devras la mener à bien, et chaque mission effectuée, je te donne une corde, et si tu rates une mission, toutes tes cordes d'avant, je te les annule. Donc en fait, il n'a pas le droit à l'erreur. Voilà, donc ça, c'est le synopsis. Et c'est pas incompatible avec la première histoire, enfin la première phase de l'histoire dont je vous ai parlé sur cette obsession-là. Mais je ne peux pas vous rentrer trop dans les détails parce que sinon ça vous spoilerait. Maintenant, ce que je peux vous dire d'Ambroise, c'est que comme je vous avais dit, du coup, c'est un personnage très méfiant, il a peur de l'inconnu, il a beaucoup de mal avec les relations humaines, donc très compliqué pour Francesca de se rapprocher de lui. Et cette BD, en fait, elle évoque des thèmes qui sont très récurrents chez Timothée Le Boucher. C'est un peu ses thèmes de prédilection. Donc, on a la quête de l'identité, le rapport à l'autre. On a aussi, ça parle beaucoup du caractère toxique de l'amour, notamment avec l'obsession justement de la métamorphe pour Ambroise. Il y a une grosse partie aussi sur le désir, forcément. On sent en fait dans cette BD-là une ambiance un peu malsaine parce que forcément on voit un peu ce qui se passe, on voit les intentions de Francesca, on voit un peu tout ce qu'elle va mettre en place, et comme elle est de la haute société, comme elle a les moyens financiers de le se permettre, elle peut faire absolument tout ce qu'elle veut. Elle a les moyens non pas seulement financiers, mais elle peut aussi se transformer en tout ce qu'elle veut. Donc en fait il n'y a pas de limite, à jusqu'où elle peut aller pour toucher Ambroise. Tous les sens du terme. Et en fait, du coup, voilà, nous, on se place là, en lecteur, avec cette impression un petit peu malsaine. On a envie de savoir la suite, mais d'un autre côté, on n'a pas envie, parce qu'on se dit, ce qui se passe là, ça me met mal à l'aise. Mais c'est très bien. En fait, la mise en scène, elle est vraiment bien menée. Elle est super, comme pour chacune de ces bandes dessinées, je trouve. Et on a une palette graphique qui est très travaillée. Pour avoir suivi un peu l'évolution au fur et à mesure de ces bandes dessinées, c'est de mieux en mieux, je trouve. C'est toujours, on sent que ça a pris un peu de maturité. Il y a vraiment du détail dans les dessins, chaque planche, chaque expression du visage. On sent, on arrive à percevoir ce que ressentent les personnages. Là, je vous ai parlé que d'Ambroise et de Francesca, mais il y a énormément de personnages forcément autour d'eux. Il y a la sœur d'Ambroise, il y a les amis d'Ambroise, enfin les amis, ceux qui essayent de se rapprocher de lui, d'ailleurs qui font un pari. Le premier, ça je peux vous le dire, c'est pas méchant. Le premier qui arrive à faire en sorte que Ambroise le rajoute sur Facebook, je ne sais plus quoi. Chacun a droit à un souhait en particulier. Donc, t'as celui qui souhaite justement qu'on lui offre tous les repas pendant un mois. Je regarde pas du tout jeune. Et en fait, chacun a un petit peu ses petites envies. Mais voilà, c'est pour vous dire à quel point le personnage d'Ambroise, c'est quelqu'un qui parle pas beaucoup. Vous allez voir pas mal de planches vides, mais juste avec l'expression de son visage, et on arrive plus ou moins à comprendre finalement ce qu'il peut penser. Voilà, donc des personnages vraiment chacun avec sa personnalité, enfin bonne personnalité. Il y a beaucoup de personnages, c'est un peu ce qui me dérange, mais des fois je me perdais un peu au niveau des prénoms, comme il présente tous ses amis en même temps, il y a 5-6 personnes, et puis après à un moment de l'histoire ça ressort des prénoms, et puis tu te mets à remonter un petit peu avant pour te souvenir qui est cette personne. Voilà. Au niveau des références, parce que du coup, Timothée Le Boucher a beaucoup de références cinématographiques et de références au niveau de l'univers du manga. Donc, en fait, c'est des références, il nous a cité ça comme érotico-grotesque. Donc, on a alors une référence que moi j'avais tout de suite repérée, c'est de Stanley Kubrick, en fait. C'est ce que j'allais dire. Ouais, non, mais totalement, en fait, on a un passage où c'est Eyes Wide Shut. En fait, il y a un passage très clairement Eyes Wide Shut où on comprend pas, je veux pas spoiler, on comprend pas, mais on comprend. Je vais pas spoiler. Mais c'est clairement ça. On a un peu de David Lynch dans ses références. Il a cité aussi Naoki Urasawa qui a fait Monster. Et il nous a parlé aussi de La Petite Sirène au début, qui est une de ses références. Oui, parce qu'en fait, la première forme de la métamorphe est justement une femme qui nage très bien, qui a les cheveux rouges, longs. C'est celle qu'on voit sur la couverture.
Et d'ailleurs, pendant cette séance de dédicace, j'en ai profité pour lever la main, même si j'étais ultra stressée. Et je lui ai demandé si lui, il était confronté à toutes ces métamorphes, à toutes ces femmes qui viennent vers lui, ou ces hommes, vers laquelle il sortirait, avec sa personnalité à lui, laquelle l'intéresserait le plus. Et il m'avait répondu que c'était justement cette femme-là, la première qu'on voit dans le livre, celle avec la chevelure rouge, qu'on voit sur la couverture. Voilà. Donc la lecture, elle est vraiment très plaisante. Le seul petit hic, mais voilà, on s'attend un petit peu à la fin, contrairement aux autres BD de lui, enfin surtout le patient qui m'avait un petit peu retourné. Là, après c'est pas la fin, parce qu'il y a un second tome qui arrive, mais en fait la fin du premier tome est un peu obvious, mais on attend quand même la suite et je pense qu'il y aura beaucoup de surprises. Et voilà, j'ai très hâte d'avoir le prochain volume dans mes bras, entre fin d'année et fin du trimestre 2023, j'espère. J'espère fin d'année, maintenant. Voilà. Moi, j'ai pas lu du tout Ok. celui-ci. J'ai lu les 2 premiers. Tu parlais de métamorphes. Est-ce que dans le livre, visuellement parlant, est-ce que c'est des femmes qui sont complètement différentes ou est-ce qu'elles ont toutes un trait commun qui permet de dire que voilà, c'est Ambroise? Non, elles sont toujours différentes parce qu'il essaye justement différents styles pour voir laquelle lui plairait. Il va même réussir, je sais pas si je le dis, bon, elle va prendre une forme qui va durer un petit moment dans le livre parce que c'est une forme qui, au premier abord, plaisait à Ambroise. Et finalement, elle va se rendre compte que c'est une personne beaucoup plus compliquée que ça. Je peux pas dire. Je peux pas dire. C'est trop de spoil, mais elle prend différentes formes. Alors, elle en prend pas énormément non plus, mais je crois que dans le livre, on a au moins 5 formes différentes. Ok. John, tu hochais la tête tout à l'heure? Ouais, parce que j'ai tout lu, tout ça, et je suis majoritairement d'accord avec ce que tu as dit. Moi, j'ai pas la même approche, par contre, du livre. C'est qu'au début, je trouvais ça assez chelou. Enfin, vraiment, j'avais du mal à rentrer dans l'histoire. Et je pense qu'à la deuxième moitié, il y a un moment donné, je fais ok, je commence à accrocher, j'accroche. Et alors, à la fin, par contre, je suis pas du tout d'accord avec toi. Moi, je me suis posé 1000 questions, et enfin, je suis resté sur ma faim, quoi. Ah oui, non mais... C'est genre, on te sert un plat, désolé, je fais un rapport avec la bouffe, tu manges la moitié, tu te gardes le meilleur pour la fin, et là, on te retire l'assiette, quoi. Ça m'a frustré, quoi. Alors, en fait, en gros, moi, je me disais, il y a 2 tomes. Déjà, dans ma tête, j'étais partie sur le fait qu'il y aurait 2 tomes. Je me suis dit, c'est sûr qu'il va finir avec un petit coup un peu violent. Et dans ma tête, ça pouvait être que ça, en fait. Donc, je voyais pas autre chose. Ouais. D'ailleurs, il a expliqué pourquoi est-ce que pourquoi 2 tomes et pas... Il avait dit que c'était juste pas suffisant pour... Okay. Déjà, il y a 47 cordes pour toutes les avoir. Clairement, il y est pas encore. Et il avait dit que c'était beaucoup... Même dans sa tête, ça faisait longtemps qu'il voulait développer ça et que en un tome, c'était pas faisable. D'ailleurs, le premier tome fait au moins 400 pages. Donc, c'est une grosse BD quand même. Enfin, gros roman graphique. Tu sais à peu près combien de temps, en termes de process créatif, il a passé à bosser Pour le premier? Ouais, pour le premier. Il a dit qu'il travaillait déjà là-dessus quand il était sur le patient. Donc ça faisait quand même quelques années. Et qu'il avait déjà eu des bribes d'idées quand il était sur Ces jours qui disparaissent. En fait, à chaque fois qu'il avance sur une histoire, il a des idées qu'il veut incorporer à l'histoire. Et puis il se dit, je vais les garder en idée pour un futur livre, peut-être. Voilà. C'est ce qu'il nous avait dit en tout. Hailey? Je connais pas du tout, donc je suis hyper intéressée. Je crois que tu avais parlé d'une des œuvres de Timothée qui me rappelle beaucoup Split, du coup. J'ai pas vu Split. Mais quand tu parlais de personnalités qui ressortent tous les 2 jours. C'est Jours qui disparaissent. Oui, et en fait, ça me rappelle pas mal ce Split. Je sais pas si tu vas peut-être le regarder. Peut-être c'est une série, c'est un film. C'est un film. C'est un film, ok. Il y a beaucoup de personnalités. D'accord, ok. C'est pour ça que ça m'a fait... En fait, là, il y en a qu'une, c'est-à-dire c'est lui, c'est toujours lui, sauf qu'il a un double... Au début, il se dit, c'est, comment on appelle ça, schizophrénie. Voilà, il se dit, c'est peut-être de la schizophrénie, il est suivi par un médecin, etc. Et finalement, le médecin prend en compte l'autre personnalité et il aide l'autre personnalité à prendre le dessus au final. Donc, non, c'est pas... Enfin, c'est juste vraiment un autre lui, mais qui a une vie complètement différente. On a le mec de gauche et celui de droite, en fait. Pour te faire ça en résumé, c'est un peu ça. Et pour toi, maintenant, ce serait parler de l'histoire, mais dans ta tête, pour toi, t'as déjà fait des pronostics sur la fin Pas du tout. Du tout. Là, vu comme c'est parti, non, c'est compliqué, en fait, parce que vu comme c'est parti, tu sais, et vu le personnage compliqué, tu sais pas comment il va réagir sur la suite par rapport à ce qui lui arrive à la fin. Et tu sais pas s'il va décider de tout laisser tomber ou s'il va décider de continuer ou qu'est-ce qui va se passer. Aucune idée. Okay. Aucune idée. Là,
Pour le coup, autant sur la fin, je m'attendais un petit peu à cette fin, mais pour la suite, je sais pas. Et c'est une vraie force parce que après, un peu moins sur le patient, mais ces jours qui se passent. Moi, j'ai pris un peu de temps à me lancer dedans parce que c'est un gros morceau narratif et effectivement, vu que c'est une sorte de thriller psychologique. C'est beaucoup de contextuel qui t'est balancé à la gueule et en plus, il a un style très épuré. Donc, c'est vachement de couleurs pastel, un peu et des plans assez vides finalement et assez clean. Mais du coup, ça appuie vachement sur ce que tu disais sur le côté Kubrick, lynchien dans l'esthétique. Et ouais, c'est assez fou qu'il arrive à autant itérer en termes narratifs sur les mêmes thèmes en fait finalement. Donc c'est assez chouette. Et justement, tout à l'heure, tu mentionnais l'adaptation du Patient. Ouais. Alors, ce sera sur Arte. Ah, certes. Le 28 octobre. Réalisé par Christopher Charrier. Pardon. Alors, j'ai même l'heure. À 20h55. Quel jour C'est quel jour Le 28 octobre à 20h55. Donc c'est passé. C'est passé. C'est déjà disponible. Ah. Normalement, techniquement, c'est déjà disponible. Je sais pas s'il est en... Ouais, il est déjà dispo en VOD sur le site. Ah, magnifique. Cool. Il y a le petit lien dans la description du podcast. Mais bien sûr. Ah, trop le bien. petit lien. Merci. Mais oui, mais voilà. Ah, j'avais pas vu. Tout à fait. Mais et bien évidemment. Mais en tout cas, merci pour cette belle chronique. C'était du coup 47 cordes, une œuvre signée par Timothée Le Boucher, qui a du coup été aussi l'auteur des Ces jours qui disparaissent ou encore Le Patient. Le premier tome est sorti aux éditions Glénat en novembre de cette année et disponible chez tous vos libraires préférés au prix de 25 €. Miaou. C'était mon intro. Non, pas du tout. Pour certains, c'était le GOTY de l'année au moment de sa sortie. Et je pense je pensais que ça faisait partie de l'intro, mais finalement, tant mieux que ce soit pas dans l'intro. À la grande satisfaction de tous les Miaou lovers, il a su imposer les coussinets. Alors là, j'en ai mis des pâtes à caisse. On y va là. Ces coussinets dans la liste des bonnes surprises vidéoludiques. Ailey, comment est-ce que c'est la vie d'un chat? Eh ben, justement, aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de ce jeu qui, d'apparence, avait pas l'air de casser 3 pattes à un canard. On va enchaîner les jeux de mots. Pas mal. Très bien. Pas mal. On va fêter mon retour. Incroyable. Mais qui finalement, voilà, se retrouve, comme je disais un peu plus tôt, nominé au Game Award, donc c'est pas rien. En tant que jeu de l'année, meilleure direction artistique, meilleur jeu indépendant, meilleur jeu d'action-aventure, meilleur lancement pour un jeu indépendant et meilleure réalisation. Donc, si vous avez bien compté, ça fait 6 nominations. Donc, voilà, je vais vous parler du sympathique Stray. Alors, en fait, la raison pour laquelle j'avais envie d'en parler, surtout parce que j'avais discuté avec des amis sur le fameux GOTY. Donc, certains, les pronostics se disent entre God of War... Elden Ring, et j'ai un pote qui m'avait dit moi Stray, c'est franchement j'ai limite plus aimé Stray que God of War. que Elden Ring, alors qu'il a poncé Elden Ring de fond en comble. Je suis curieuse de savoir comment il peut comparer. Ah non mais c'est pour ça que ça m'a un peu surpris et en fait j'avais aussi envie de casser cette image de tu joues à un jeu où tu incarnes juste un chat. Non en fait pour moi Stray c'est un peu plus que ça. Alors oui, effectivement, incarner un chat, ça vous fait de vous le plus mignon des héros. Sauf si vous êtes team dog, team chien. Dogo, pardon. Et que vous n'aimez pas les chats ou que vous en êtes très 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 allergique. Moi, personnellement, quand j'ai vu les premières images, donc c'était en juin 2020, je ronronnais d'impatience. Attention. Là, on y va. On ne s'arrête plus là, c'est une autoroute. Mais après, en fait, quand plus on avançait qu'on arrivait vers l'approche de la date de sortie, et plus je me déhypais parce que je me suis dit, niveau contenu, est-ce que justement on allait juste incarner un chat avec des beaux décors? Et en fait, je me suis trompée. Alors, pour la petite fiche Wikipédia, il faut savoir que Stray a été développé par des Français, des Montpelliérains de chez Blue 12. Et le tout chapeauté par Annapurna. Chapeauté. Alors là, j'ai pas fait que ce soit celui-là.
Mais voilà. Donc Annapurna, à qui on doit What Remains of Edith Finch. Et 1000 jeux, trop bien. Trop Voilà. bien. Ça, c'est Pas mal. le GOTY Il est all très time. Oh, ouais. Voilà, tout le monde est d'accord. Donc, du coup, Stray est dispo sur PC, PS5, PS4 depuis le 19 juillet 2022. Et à sa sortie, il était inclus dans le catalogue PS Plus Extra et PS Plus Premium. Petite anecdote, moi je voulais le payer le moins cher possible, mais le payer quand même. Du coup, j'ai payé le mini Les bons upgrade. plans d'Ailey, le retour. Ah oui, parce que alors les dernières fois j'avais les autres bons plans. C'est vrai. Et du coup, j'ai payé la mini upgrade, je crois, quand il est sorti, le jeu il faisait, je crois, une trentaine d'euros, voire 40 pour l'édition, une édition spéciale. Du coup, j'ai payé que 13 euros avec la mini upgrade parce que j'étais déjà abonné PS Plus. Voilà, je suis passée de PS Plus à PS Plus Extra. Donc, je continue. On a déjà fait le titre Les bons plans d'Ailey. Faut trouver un autre titre pour ça. Stray, c'est quoi? Du coup, alors, c'est un petit chat errant très très mignon qui gambade en fait dans la nature avec son gang de chats, donc ses amis. Et puis là, paf, bon, en fait, il se balade et tout, et il tombe dans ce qu'on pourrait appeler une crevasse. Et en fait, il va atterrir dans une cybercité. Et là, on va découvrir de fil en aiguille que cette cybercité abrite des robots qui semblent être abandonnés à leur sort. Mais surtout, on va faire la connaissance d'un petit drone amnésique qui s'appellera B12. Rien à voir avec les vitamines. J'arrête. Alors, ce petit B12 comprend en fait les langages de ces 10 robots, donc comme je disais, qui semblent être abandonnés à leur sort, et va donc servir d'interprète, mais aussi de guide, mais pas que, je vais pas vous spoiler, à notre matou tout mignon. Donc, au fil de l'aventure, ce petit duo va percer les mystères qui entourent en fait la cybercité, jusqu'au dénouement final. Et là, est-ce que le chat va pouvoir rentrer à sa maison? Et ben ça, il faut jouer au jeu pour le savoir. Donc, durant cette épopée, le petit chat, comme on pourrait dire, va... Le poté, chat. J'ai tellement de titres en tête. Là. Ah bah c'est bien, moi ça donne de l'inspiration. Donc ce petit chat va devoir en fait résoudre quelques énigmes, du coup aider quelques petits robots dans leurs petites quêtes. Alors les petites quêtes, ça va être oui, j'ai besoin d'un pull parce que j'ai froid. Oh, il faut que tu achètes des câbles parce que forcément on va pas acheter des vrais pulls pour des robots, on va faire tricoter des câbles pour en faire un pull. Voilà, c'était un petit exemple. Ou interagir avec l'environnement et aussi faire plein de choses de chat, c'est-à-dire miauler, patouner, se frotter contre les jambes, dormir. Oui. Tout à fait. Donc du coup, les premières actions en fait que vous allez faire, donc vous êtes avec votre gang de chats, et en fait dès les premières minutes, vous allez miauler, ronronner et même jouer avec eux et dormir. Donc ça vous permet en fait d'avoir un peu le didactionnel, le tutoriel des touches. Et après voilà, l'aventure commence. Alors personnellement, j'ai joué sur PS5, il faut savoir que sur PS5, le jeu est en 60 FPS, donc qui est fort agréable. Et moi, perso, je trouvais que les animations du chat étaient plutôt réussies, à part les petits miaulements que je trouvais un peu robotiques. Oula, Agnès, je te sens perplexe. Non, j'essaye de m'imaginer... Tu préférais que ce soit ton miaou dans le jeu, peut-être. Le truc trop flippant. Du coup, en fait, en plus, sur PS5, enfin, sur PlayStation, vous avez la manette qui va vibrer, qui va émettre des petits sons suivant les actions que vous allez faire, ce qui est fort appréciable. Par exemple, quand il va se frotter contre les jambes des robots. Comme un vrai chat. Bon, après, moi, je suis team chat parce que j'en ai un chez moi, donc autant vous dire que quand mon petit chat se frotte les jambes, c'est aussi fort appréciable. Non, mais non. Mais non, mais... Ouais, je sais pas trop, voilà, vous avez compris. Moi, il n'y a pas d'arrière-pensée. Du coup, au niveau du gameplay, c'est comment? Donc, on peut courir, on peut marcher, sauter, grimper. Bon, ça reste assez basique en somme. Tout comme les énigmes, on va pas trop de surprise de ce côté-là. Clairement, on n'est pas sur du Elden Ring niveau difficulté. On va pas vous mentir non plus. Et il y a très peu de quêtes annexes. Alors là, vous dites, oui, il y a quand même pas mal de points négatifs. Oui, pas tant. Hein. Non. Non, mais en fait, en gros, les quêtes annexes, ça va être
vraiment, si vous voulez poncer pour le trophée, on en reviendra sur les trophées, vous inquiétez pas. Et si vous voulez collecter des petits badges, si vous aimez les badges virtuels, évidemment. Et du coup, il y a en fait ce qui m'a un peu déplu, mais bon, ça c'est vraiment personnel. On peut pas personnaliser son chat. On peut pas lui donner un petit prénom. On peut pas lui changer la couleur de sa robe. Donc il reste Alors, roux. Moi, j'ai découvert un mode Oui, pour justement, les j'allais transformer dire. en chien. C'est Voilà. vrai. Justement, j'allais en venir parce J'achète. que quand le jeu est sorti, donc il n'y avait pas de personnalisation, mais apparemment il y a des modes qui permettent de faire tout un tas, de transformer en chien. Du coup, ce sera plus Stray, ce sera un autre jeu. Peut-être un jour on aura avec un chien, je ne sais pas. Pas Stray 2 avec un chien. Donc on est en fait pour moi, alors il y a peut-être des personnes qui vont être pas d'accord, un peu à la croisée du jeu de plateforme parce qu'en fait on saute pas mal, mais en fait le jeu quand même est doté de beaucoup de déplacements verticaux, donc on saute de plateforme en plateforme, mais on n'est pas non plus sur du Mario. Mais il faut savoir que, alors c'est les développeurs enfin le studio qui avait fait aussi ce souhait, aucun saut ne peut être raté. Donc un vrai chat, normalement, n'est pas censé se rater, sauf qu'on en voit plein sur les vidéos sur YouTube, tout le contraire en fait. Donc voilà, ici, votre chat ne va jamais se louper. Donc si vous vous posez la question, en fait, le jeu est assez linéaire. On est en couloir, c'est pas un monde ouvert non plus. Ça reste par contre un super jeu d'exploration. Parce qu'il faut pas mal... Alors je vous rappelle que B12 est amnésique. Donc si vous voulez en fait trouver ses souvenirs, il va falloir pas mal fouiller les mondes. Concernant la musique, alors je suis désolée, je vais peut-être écorcher le nom. Donc c'est Jan van der Kruisen qui a su en fait, je trouve, proposer un paysage sonore assez qualitatif aux petits oignons parce qu'on est sur des synthés et des basses qui font très cyberpunk comme toute la ville en fait, qui est quand même très cyberpunk. Donc je vais m'attarder sur les décors parce que c'est quand même la grande force, une des grandes forces du jeu. Donc c'est réellement très beau. C'est super contemplatif. En fait, on peut changer d'ambiance entre un centre-ville animé avec c'est son effervescence. Enfin, pas tant parce qu'en fait c'est quand même comme je dis, c'est une cybercité avec que des robots qui ont l'air abandonnés, à des endroits un peu plus sombres et défrichés. En fait, personnellement, alors j'ai déjà vu des extraits de Cyberpunk 2077. Mais sincèrement, je trouve que c'est une des plus belles villes Cyberpunk que j'ai jamais vues, que je trouvais hyper réussie. Et en fait, Stray a cette cohérence artistique et ce sens du détail que je trouve assez indéniable. Par exemple, la lumière a été travaillée avec minutie. Il y a vraiment des ambiances très... qu'on puisse en parcourir les mondes, et plus je trouve que la lumière est... Franchement, moi, j'en ai pris plein les yeux. Et ça, je trouve qu'il y a vraiment un très très bon jeu d'ambiance au niveau des lumières. Après, il faut savoir que le studio Blue 12 a révélé qu'en fait, ils se sont inspirés de la citadelle de Kowloon, qui était une ancienne enclave chinoise au milieu de la colonie de Hong Kong. Et que l'apparence du matou est directement inspirée d'un des chats des cofondateurs. Sinon, c'est pas drôle. Et qu'ils ont aussi expliqué plutôt, que animer en fait un quadrupède révèle plutôt du challenge, surtout qu'en fait la palette des mouvements d'un chat sont déjà nombreux, et qu'il faut être assez précis pour que ça fasse quand même assez naturel. Voilà, moi le dernier quadrupède que j'ai joué c'était Spyro, donc ça n'a rien à voir. Là je vais vous parler le côté un peu platine. Je regarde un certain acolyte. Je l'ai, c'est la question. Ouais. Alors moi, ce platine, il m'a donné une certaine boulimie du jeu, j'en pouvais plus. Pourquoi ? Il y a un trophée qui est archi dur, et c'est peut-être le trophée que j'ai plus kiffé finalement. C'était, en fait, on a un passage où on doit faire tout ce passage-là sans se faire toucher par des petites créatures qui mangent le métal des robots. 1h30 quand même. Mais j'ai adoré ce challenge-là. À l'inverse, le speedrun m'a sorti par les yeux. Je n'en pouvais plus sur la fin. J'ai allé en reculant, en allumant la PS5 en disant aujourd'hui il faut que je finisse. Alors que le speedrun est en 2 heures quand même. Et ben moi c'est tout l'inverse de toi. J'ai détesté ce trophée de merde là, de course là. Et le speedrun ça m'a fait kiffer de rusher le jeu en fait. Donc voilà. Ah oui, ok, d'accord. Mais peut-être parce que je connaissais pas autant par cœur le jeu. Et les collectibles, en fait, pour être très honnête, en fait, quand vous faites vos premiers runs, on va dire que vous arrivez à 50% de votre trophée, jusqu'à le platine.
Et moi, les collectibles, je pense ça m'a aussi saoulée. non, mais... non, mais ce que je veux dire, c'est que il y a des collectibles qui sont assez agréables à chercher. Je pense que je prends Life is Strange, où il y a à faire des photos, etc. Moi, ça m'a amusé. Là, c'était patouner dans tous les mondes où chercher tous les souvenirs. Et à bout d'un moment, ça m'a... Voilà. Ça va de pair avec le speedrun. Bref. Mais ce que j'ai bien aimé dans ce petit jeu, c'est qu'il y avait quelques clins d'œil à d'autres jeux ou à d'autres références. Donc, je sais pas si certains écoutent Nujabes. Oui. Donc, en fait, il y a un moment où on va voir un musicien, un robot musicien, qui a perdu ses partitions et qui va jouer des petites musiques. À force de retrouver... On retrouve une partition, il va jouer une musique, dont une qui rappelle beaucoup Nujabes, même son style, en fait. Il y a un petit clin d'œil à Persona 5, parce qu'en fait, on va dans le centre-ville, je crois, un peu vers la fin, je crois. Et il y a un petit robot qui est dans un bar qui porte la même tenue que Sojiro, en fait, qui est aussi un personnage dans Persona 5, qui a un café. Il y a aussi un autre personnage qui s'appelle Doc, qui est en fait un robot qui est qui a essayé de partir... approfondir ses recherches dans un endroit abandonné. Il se retrouve du coup encerclé par les petites créatures que je vous ai dit. Là, il fallait faire comment dire, pas se faire toucher. Du coup, il n'arrive plus à ressortir de cet endroit-là et nous, on va le chercher. Et en fait, il ressemble beaucoup à un personnage de Retour vers le futur. Et il y a un autre personnage aussi qui m'a fait rappeler Mr. Robot. C'était un robot qui était dans son espèce de chambre, je sais pas comment on appelle ça. Et qui en fait, c'était le petit robot où il fallait faire un pull parce que sinon, si on fait pas ce pull-là, il peut pas travailler. Et en fait, c'est un vrai geek, geek / nerd de code, de développeur, etc. Et il y en a qui disent qu'il y avait d'autres références. Je pense à Dungeon Dragon, parce que je crois qu'il y a une réplique qui dit oui, tu as oublié ton caractère sheet. Donc, ou alors certains d'autres qui parlent de Nier Automata, parce que quand tu arrives dans la ville fourmi, c'est hyper contemplatif, comme dans la ville de Pascal, si vous avez joué à Nier Automata. Voilà, donc là où je trouve... je vais du coup conclure, mais alors, pour moi, Stray, c'est un excellent jeu. On devrait faire des unpopular opinions, genre... selon moi. Alors, c'est un excellent jeu pour ceux qui n'ont jamais joué aux jeux vidéo et qui veulent une très bonne introduction en fait aux jeux vidéo, aux mécaniques, ceux qui veulent un peu d'exploration, mais aussi c'est un très bon jeu pour les enfants. Mais je trouve que pas que, parce que ça veut dire que je serai aussi un enfant, mais c'est un autre débat. Si je devais conclure, en fait j'ai trouvé ce jeu vraiment hyper mignon, hyper attendrissant, parce que en fait c'était, comme je disais, j'avais aussi un peu ce préjugé où j'avais l'impression de jouer juste un chat, et en fait plus l'histoire avance et plus je me dis j'aurais aimé en savoir plus sur pas mal d'aspects du jeu. En fait, j'étais un peu restée sur ma faim. J'aurais aimé savoir un peu plus sur le lore le lore du jeu, pardon. Pour moi, on ne sait pas trop pourquoi ces robots étaient là. Il y a un dénouement, mais il y a beaucoup de questions. Je trouve, j'aurais aimé vraiment en savoir plus. Étrangement, j'ai trouvé qu'il était presque un peu court. J'aurais bien mis peut-être 1 heure, mais plus sur le scénario que sur l'exploration en lui-même. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Oui, en fait, c'était marrant parce que ce jeu m'a fait beaucoup rappeler le premier épisode de Love, Death Robot, où il y a 3 robots avec des chats. Bah, c'est un peu le même délire. Là, je me dis, tiens, les robots et les chats, ils s'aiment bien. Après, voilà, le gameplay est assez simple, tout comme les énigmes, ça je l'ai déjà dit. Le scénario est pas mal, plutôt court, mais même si c'est plutôt bien ficelé. Et voilà, j'aurais aimé ça dure un tout petit peu plus longtemps. Donc si je devais citer ses forces, je dirais l'ambiance. L'ambiance est au top, les décors aussi. Franchement, pour moi, ça a été un bonheur d'explorer le jeu. Même si voilà, c'est pas du tout un jeu à monde ouvert. Il y a un truc que j'ai trouvé vraiment top, c'était que le studio nous fait jamais oublier en fait qu'on incarne un chat. Bon, bien sûr, on le voit, mais que ce soit les animations, les interactions, je trouve que tout est cohérent en fait. On n'est pas sur quelque chose, à part les petits miaulements quand je dis c'est un peu robotique. Je trouve que voilà, c'était assez immersif. Et le jeu est quand même assez bien calibré, bien rythmé, bien réalisé. Voilà, à part ce petit détail où j'aurais aimé en savoir plus.
Donc voilà, en quelques mots, j'ai été conquise, mais surtout en fait surprise par son pitch qui était simple en fait, qui a su en fait se révéler une ambiance incroyable et une bande son que j'ai trouvé très très efficace. Voilà. Petit mot de la fin, je dirais en quelques mots que c'était très très cool. C'est très, très. Bien vu. J'ai plein de questions. Enfin, Oui. j'ai plein de questions. J'en ai beaucoup entendu parler. J'ai vraiment pas voulu le faire parce que, je sais pas, parce que manque d'intérêt finalement. Parce que j'ai tendance à justement prendre le contre-pied quand les gens sont trop hypés, ça me débecte à un point où je peux attendre genre 10 ans avant de lancer un jeu qui a autant été acclamé par le public. Moi j'ai un peu de mal, d'après ce que j'entends, il y a quand même, ouais c'est cool, c'est un bon walking simulator. Mais est-ce que c'est quoi le ratio histoire et ambiance finalement, enfin, tu vois, est-ce que t'as pas 90 d'ambiance pour 10% de l'or qui aurait pu être intéressant et qui finalement n'a pas été tellement exploité? Bah franchement sur la fin, ça m'a un peu pris à contre-pied parce que alors c'est pas sans spoil, mais moi il manquait un chouïa et j'étais émue. Franchement, il manquait un tout petit chouïa parce que je m'attendais pas à une aventure aussi. Moi, j'étais prise par l'aventure. Parce qu'en fait, on sent que ce duo, bah, ça fonctionne et on s'y attache en fait. Et au niveau du scénario, bah, on essaie de. Enfin, on voit que les robots, ils s'inspirent pas de n'importe qui pour agir comme ça. Donc, je trouve que ça renvoie un petit peu des messages forts et un peu sociétaux finalement. Et je me trouvais que c'était fait avec beaucoup de poésie, sans rentrer dans quelque chose de hyper clivant, de dénonciation, ce genre de choses. Mais je dirais pas que ça fait non plus réfléchir, mais je trouve que c'est une très bonne poésie. En fait, tu vois, par exemple, c'est un peu comme, enfin, on parlait tout à l'heure des jeux Fran Bro. Quand j'avais joué à Little Miss Fortune, j'avais joué en 5 heures. Pareil, c'est à peu près le même temps que j'ai mis pour Stray. C'est vrai que le message est beaucoup plus fort sur Little Miss Fortune, mais au début tu dis le pitch c'est juste mignon, tu vois. Juste mignon. Et en fait Stray ça m'a un peu fait le même effet, un peu moins fort parce que le message est beaucoup moins fort, mais c'était pas juste un jeu que tu fais que de balader. En fait tu parles avec les autres robots, tu te rends compte pourquoi ils sont là, qu'est-ce qui s'est passé, tu essaies de comprendre ce qui s'est passé. En fait on te donne des pistes et finalement c'est pas ça, et finalement tu vas faire des actions qui sont, moi j'ai regardé aucun trait, enfin si quelques trailers, mais j'ai évité les réseaux en fait pour essayer de m'avoir le plus de surprises, donc c'est peut-être pour ça que t'as cet effet déceptif. Mais comme je te disais, moi c'est plus j'avançais, enfin à l'approche de la sortie, et puis je me disais ouais j'ai peur de ce qu'ils proposent quand même. Si on reste sur, je me balade parce qu'il y a un autre jeu qui est comme ça s'appelle North, où t'es un renard et tu te balades. Tunic. Non, Oui, non, Spirit of the North. Ouais, Spirit of the North, où là, c'est vraiment, tu te balades. Et là, il y a quand même des interactions avec plein de robots. Il y a même il y a des scènes qui m'ont fait rire. Genre, à un moment, tu vas dans une boîte de nuit en tant que chat. Et tu vois des DJ qui te rappellent un peu Daft Punk. Et tu dois faire des actions, en fait. Et mais en fait, c'est vrai, il y a un peu d'humour aussi qui font que ouais, je trouve que c'est hyper. Après, voilà, on n'est pas sur un scénario de fou. S'il n'y a pas de message derrière, mais je trouve qu'il y a des. Ils ont tenté des choses. C'est là que c'est un peu frustrant en fait, où tu aurais aimé plus de profondeur. Je pense que ça aurait pu être encore plus fort. J'ai pas vraiment répondu à ta question du coup. Si, ça. Je pense qu'effectivement, il faut y jouer dans tous les cas, comme n'importe quel jeu, pour commencer à vraiment sonder un peu la profondeur de la narration. Mais c'est vrai, moi, de prime abord, en fait, toutes les reviews que j'ai entendues et tous les feedbacks que j'ai entendus de Stray, c'était génial, c'est trop bien d'être un chat. Ouais, génial, il peut sauter de cet immeuble à cet endroit, regardez, il peut sauter. Et effectivement, il y a ce côté décor qui m'a vachement. Quand tu as dit qu'effectivement, ils se sont inspirés de Hong Kong, il y a vachement un côté japonisant, taïwanais. Avec les petites lanternes nocturnes et autres, mais c'est vrai que j'ai que ça en tête. Et du coup ouais, c'est à peu près comme ça que je me suis résumé le jeu, et peut-être qu'il faut qu'un jour je dépasse le côté hype et autres, et que je m'y mette pour vraiment me faire à l'idée de ce qu'est Stray. Mais c'est, ouais, voilà, moi je fais partie des gens qui ont été dubitatifs et qui le sont un peu toujours.
Eva, je t'ai vu acquiescer tout le long de la chronique. Ouais. Oui, parce que c'est un peu le même état d'esprit. Quand j'ai vu la bande-annonce la première fois de Stray, je me suis dit, un peu pareil que toi, Anya, je me suis dit, c'est super beau, c'est très beau, les décors, ils font rêver. Mais je me vois pas mettre, 40 balles, je sais pas combien il est sorti, je me vois pas mettre 40 balles dans un simulateur pour chat où je vais juste sauter, me balader. Oui. Autant regarder ça sur YouTube, tu vois. Ouais. C'est vraiment ça que je me suis dit. En plus, moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup les jeux avec vraiment une histoire, quelque chose où je me dis, je joue sans perdre de temps, entre guillemets. Parce que comme j'ai pas beaucoup de temps, de manière générale, pour jouer, quand je joue, je me dis vraiment, il faut qu'il y ait un intérêt derrière pour moi, il faut que je sois touchée émotionnellement, quelque chose comme ça. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, bon, c'est mignon, les décors sont jolis, mais comme toi, je me suis dit, est-ce que c'est pas finalement beaucoup d'ambiance pour peu de scénario? Et je me suis dit, peut-être que je le ferai un jour quand il sera en promo ou quoi, mais sur le moment, je me suis vraiment pas dit, vas-y, Day One, quoi, du tout. Et c'est vrai que ça m'a un peu surprise qu'il soit nominé. Après, moi, je me suis dit, c'est sympa, c'est cool. C'est-à-dire qu'il y a pas que des jeux AAA qui sont nominés, c'est super, mais je m'attendais pas à celui-ci, quoi. C'est juste ça. Mais après, voilà, si ça avait été un chien, je l'aurais peut-être pris. Hein. Ouais, voilà, c'est ça. Est-ce que si ça avait été un chien, ça aurait été. C'est possible, et après, c'est parce que j'ai un amour inconditionnel pour les chiens, et ça, c'est pas. Ça, c'est encore Moi, je suis des deux teams. Hein, donc, ouais, non, moi, mais j'aime bien les chats aussi, mais chiens, c'est encore. c'est le level. C'est le level. John. Moi, j'ai un avis assez partagé. J'ai kiffé le jeu au global, clairement. Je l'attendais pas spécialement en fait. Quand j'ai eu un jeu avec un chat, on s'en fout quoi, aucun intérêt. Un mois avant la sortie, je me dis ok, peut-être que ça m'intéresse. En plus, il sera sur le PS Plus Extra, donc c'est l'occasion. Et c'est pour ça que je l'ai fait, clairement. J'ai kiffé, je l'ai platiné. Je pense que je l'ai un peu rushé même. Mais en vrai, je pense que c'est quand même un jeu assez surcoté, dans le sens où tout le monde aime les chats, donc c'est facile de dire je vais aimer ce jeu-là en fait. Et ce que t'as pas dit tout début aussi du jeu, c'est qu'une des premières actions qu'on t'apprend à faire, c'est grimper et faire tomber un pot de peinture. Et ça, c'est un kiff de chat, quoi. Enfin, c'est complètement débile, t'as aucun intérêt. Et c'est un réflexe que tu vas garder dans toute ton aventure dans le jeu, en fait. Tu vas marcher, au lieu d'aller tout droit, tu vas faire un détour pour faire tomber un robot et repartir, quoi. Tu vas perdre ton temps, mais tu vas faire le chat, en fait. Et c'est ça qui est fort dans le jeu et qui est appréciable. Après, ce que je trouve cool, c'est que c'est le premier jeu d'un petit studio, donc ça, c'est bien qu'ils aient autant de mise en avant. Mais clairement, c'est un jeu qui, objectivement, est assez moyen. Je pense qu'il mérite pas d'avoir le prix pour lequel il est nommé là en tout cas, mais enfin très clairement je pense que j'ai pas joué à Elden Ring et je pense que ça mérite largement plus que ce soit ce jeu-là. Et après tu passes un bon moment quand même, c'est pas un walking simulator, c'est plus un jeu de plateforme et en effet la fin elle est un peu brute. Tu te dis là enfin t'arrives à être dans l'histoire, t'arrives à monter un truc et c'est fini. En fait, franchement, c'est comme s'il manque une heure de jeu, une demi-heure à la fin, t'es un peu frustré sur la fin. Mais tu passes un bon moment. Mais c'est pas un jeu incroyable. Enfin, je pense que dans 2 ans, on l'a oublié ce jeu. Donc, non, mais c'est, de manière réaliste. Hein. Et j'ai kiffé le faire, hein, mais c'est pas un jeu fou, quoi. Voilà. Après, peut-être qu'il était un peu frais dans ce paysage vidéoludique où t'as beaucoup d'hardcore gamers, etc. Et là, il y en a qui se disent un peu comme Gris, tu vois, où c'est très très beau, où tu fais pas non plus des millions d'actions. Gris, il y a une émotion qui est beaucoup plus forte, je trouve. Ouais. Gris, je le refais sans problème. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a peut-être des gens qui sont à la recherche de jeux où on n'a pas besoin de taper partout. Des jeux de transition, peut-être. C'est un jeu indé qui est accessible au grand public parce que pas de prise de risque. Enfin, peu de prise de risque dans le sens où même si la DA est appréciable et vachement quali, ça reste un chat. Alors qu'il y a quand même des jeux indés qui sont complètement perchés. Et tu t'y connais. Et ça, je m'y connais quand même pas mal. Et qui, justement, n'ont pas le public et l'audience parce que prise de risque beaucoup plus élevée en termes visuels. Juste un petit truc à ajouter sur le côté tout public. Ma copine l'a pas terminé pour une raison, c'est qu'elle était stressée par les petites scènes avec les bêtes, justement. Ah ouais. Elle a fait la première en mode bon ok c'est la dernière, elle en a revécu une autre, elle a dit j'arrête. Et je lui ai dit si tu veux je te fais cette scène là et que tu continues. Donc finalement je sais pas si c'est utile ces passages là, enfin ils auraient pu s'en passer en fait. Ou faire 1 ou 2 bêtes et c'est fini, mais le fait tu peux pas louper un saut mais tu peux mourir. Donc c'est un peu je sais pas, ça casse le côté tout public je trouve. Peut-être qu'ils voulaient quand même donner un peu de challenge pour pas être trop linéaire, je sais pas, pour pas que ce soit une journée quoi. Ouais. Pas du Elden Ring, c'est pour ça qu'il a été comparé. C'est vrai, c'est le Dark Souls du jeu de chat quoi. Ou alors ils ont juste réussi le fait qu'ils sont sortis au plein milieu de l'été et que voilà, ils en attente
entre Elden Ring et God of War, Ouais, il y a eu une histoire de timing, tu vois. Mais je pense Peut-être. que non, ça c'est juste ils ont touché un truc où tu joues un chat et ça a intrigué tout le monde et ils ont fait monter la sauce là-dessus. Et je trouve ça intelligent. Hein. De toute façon, c'est comme ça que tu vends des jeux. Mais ouais, je pense que parmi tout ce que tu as en termes de diversité côté jeu indé, c'est l'un des plus acceptables et des plus démocratisables. Parce que ça touche à un sujet où tout le monde dit « Ah, trop mignon ». Et voilà. Ouais, mais tu vois, par exemple, il y a quand même eu un jeu avec un renard, genre Spirit of the North. On n'en entend pas du tout parler. Moi, je l'ai vu parce que c'était en promo sur mon PS Plus, mais c'est pareil, t'es un renard. Un renard, c'est mignon Ouais, pareil, aussi. c'est une autre DA, tu vois. Mais mais ça reste quand même un animal où tu parcours. Enfin, Les renards, c'est Je pense que moins hype. la carte du chat, ça fait Ouais, vendre de base. le chat, ça C'est fait fou, quand même. énormément vendre. T'as souvent des lolcats, mais t'as pas des loldogs, quoi. Donc, tu vois, c'est vrai. Mais je pense que demain, il y a un Stray 2, ça marche pas aussi bien que ça. Enfin, je pense qu'ils ont, comme tu dis, il y a une sorte de timing. Ils sont arrivés au bon moment, bon endroit. Grosse couverture, PS Plus, nouvelle génération qui sort, le premier jeu offert. Trop bien pour eux. Mais ça reste un jeu moyen plus, quoi. Je pense. En vrai. Et pourtant, j'ai trouvé ça cool, mais je sais pas. Surcoté, à mon sens. Voilà, est-ce qu'il mérite le GOTY ou pas? On le saura que à partir. Apparemment, non, mais on le saura à partir de meilleur jeu décembre. indépendant, peut-être. Meilleur jeu de Montpellier, ça c'est sûr. Jeu indé peut-être. Voilà, Ouais, peut-être, peut-être. Ou meilleur lancement. Là, meilleur lancement, Meilleur je pense. lancement aussi. Bah, en termes de chiffres, Mais oui, non, meilleur lancement jeu indé. Elden Ring. Ah oui, mais ok, ouais, ok. Ouais. Mais merci Ailey pour cette chronique. C'était Stray, du coup, développé par Blue 12 Studio et disponible sur PC, PS4, PS5 autour de 30 à 40 euros. Pour expliquer pourquoi t'as rigolé, peut-être, il y a la prod Cutrus qui a fait 3, 2, 1, go. Mais je pense que personne n'était prêt. Personne n'était prêt pour ça, mais voilà. Toute c'est sa vie très voulait faire ça, apprécié. c'est important. Ouais, je trouve que c'est bien. Je trouve qu'on peut l'instaurer comme étant une nouvelle habitude et une sorte de tradition. Allez, on fait ça. Il en aura marre. Et ça, il est Ce qui n'est pas du tout radiophonique. Hein, mais, il est en train de me regarder en disant Qu'est-ce que j'ai fait? putain, mais merde. On va passer au coup de cœur de chacun et de chacune. Et on va commencer ce petit tour de table par Ailey. Oh, ok. J'étais pas prête. En fait, je vais parler aussi de créatures mignonnes, mais dans un manga un peu plus saignant. Donc, Pochita dans Chainsaw Man. Je vais parler de Chainsaw Man. Gros coup de cœur pour ce shonen, que au début, je pensais que c'était un seinen. Alors, je suis au tome 7-8, donc je suis pas tout à fait à jour, mais c'est surtout parce que l'animé vient de sortir cette année et que ça buzz beaucoup sur Twitter et que c'est dispo sur Crunchyroll. Pour raconter un peu le pitch, en gros, donc Denji, c'est un mec qui a pas du tout d'argent. En fait, on vit dans un monde où il y a des démons et des humains. Bon, là, jusque-là, classique. Et en fait, donc il va rencontrer ce petit démon qui s'appelle Pochita, qui est une espèce de créature avec une tronçonneuse sur la tête, mais vraiment hyper mignonne, vraiment très 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 mignonne. J'ai envie d'avoir une peluche Pochita d'ailleurs. Et en fait, c'est une espèce de chien. Vu que tu aimes les chiens, c'est un chien tronçonneuse. Et en fait, Denji, en fait, oh là là, j'ai beaucoup en fait. Subvenir à ses besoins, il va devenir Devil Hunter. Et pour essayer de rembourser les dettes de son père, en fait, il va se passer des choses parce qu'il va se rendre compte qu'il va être dans un traquenard et il va fusionner avec son Pochita. Et en fait, on va se rendre compte que Pochita n'est pas aussi mignon qu'on le croyait parce qu'il y a beaucoup de zones d'ombre sur ça et c'est hyper, hyper sanglant. Et c'est très à l'humour japonaise parce qu'en fait Denji c'est un mec qui a, en gros, quand ils ont fusionné, il lui a dit je vais te passer mon cœur pour que tu puisses survivre. En gros, il a été dans un traquenard et il a été découpé, et pour ressusciter, donc le démon Pochita a dit je te donne mon cœur en échange, je veux que tu vives ta vie, tes goals de ta vie, tu vois. Et parmi les goals de la vie de Denji, il y a des trucs très japonais comme j'ai toujours rêvé de peloter des seins de meufs.
Et en fait, il y a plein d'humour comme ça. Oh, surprenant. Ouais, ou Typiquement japonais. de manger des choses. Jordan. Hyper bonnes, parce que forcément, quand il était sans argent, il mangeait des restes de poubelle. Enfin, tout un tas de choses. Et en fait, étrangement, on s'attache à Denji. Et étrangement, on se dit, mais c'était qui Pochita? Parce que franchement, il y a anguille sous roche. Donc voilà, c'est hyper sanglant, c'est hyper bien rythmé. Concernant l'animé, c'est l'opening est incroyable. Les dessins sont pas mal. Rien détrône pour moi pour l'instant les animations de Demon Slayer saison 2 que j'ai trouvé folles. Voilà, je le dis. Mais voilà, Chainsaw Man, c'est le gros hit du moment en plus. John est en train de compter les coups de Oh, cœur. pardon. Oui, pardon. Voilà, je m'arrête là. C'était pour dire, voilà, c'était mon coup de cœur du moment. Ok. Et puisque John, tu faisais le malin. Ouais, bah, tu sais quoi, j'ai écrit un coup de cœur et je vais en donner un autre en fait. Non. Non, mais je donne pas mon coup de cœur que j'ai écrit, Ah, mais je donne d'accord. un autre. Je Que viens de triste. faire la même chose. Non, mais c'est parce que je pense que God of War n'a pas besoin de visibilité, donc je vais pas en parler. Et je vais parler plutôt de. Attends, vraiment? Non, mais non, enfin, le jeu il est trop bien, mais c'est pas la peine que j'en parle, tout le monde le sait. Ok. Voilà. Je pense. Mais donc ça n'est pas mon coup de cœur. Mon coup de cœur, c'est A Plague Tale Requiem, évidemment. En plus, j'ai eu la chance de faire partie des gens qui ont été invités à l'événement de lancement qui était un concert. D'ailleurs, on est au moins 2 autour de cette table à avoir assisté à ce concert. Et je te regarde, Aïli, Coucou. pour ceux qui ne voient pas bien mon regard. Et en fait, déjà, juste pour la musique, ce jeu, il est incroyable. L'histoire, elle est dingue. Il y a des médias que je ne citerai pas qui ont mis une note de 5 et ça m'a énervé, 5 sur 10. Et voilà, bref, ce jeu, il est ouf. Il est trop bien. L'histoire, elle est folle. La fin, elle est incroyable. Jouez-y. Je n'ai pas besoin d'en dire plus, je pense, parce que si vous n'avez pas joué au premier Plague Tale, jouez-y déjà, parce que vaut mieux faire dans l'ordre quand même, sinon vous n'allez pas tout comprendre. Et, mais le 2, il est encore mieux, encore plus puissant, il y a encore plus de rats, voilà, pour rester dans le thème des animaux. Je peux de toute pas. façon. Et ouais, enfin, je pense qu'ils en ont peut-être trop fait sur les rats, mais bon, c'est pas grave. En tout cas, le jeu est ouf. Voilà. Jouez-y. C'est marrant C'est parce tout. que les retours que j'ai eus, on m'a dit surcoté. Ouais, Bah, c'est pareil, on m'a dit ça. On m'a dit. Comme Stray. Alors, pas autant que Stray. C'est une petite revanche personnelle, La j'ai petite l'impression. revanche, le petit pic là. Pas autant que Stray, mais moi on m'a dit c'est chouette, mais voilà, c'est par rapport au 1, tu perds la magie de la découverte, voilà, de la découverte des 2 personnages principaux. Comme et- tout de suite, je pense. Donc c'est Ouais, c'est logique. et t'as ce côté gameplay ultra répétitif. Certes. Voilà. Mais non, mais certes, non, mais clairement. Non, mais le jeu n'est pas parfait. Le jeu a été fait seulement par une équipe de 70 personnes en 3 ans et demi, rappelons-le quand même. Ah, Et la musique vaut clairement tout. Déjà, si vous jouez pas au jeu, écoutez au moins la BO au moins 12 fois par semaine environ. Et parce que c'est ouf. Enfin, c'est ça. Il y a un truc qui transcende dans ça et la relation évolue vachement entre Hugo et Amicia, pardon, je perdais leur prénom. Et il y a un truc qui est trop fort quoi dans ce jeu. Enfin, moi il m'a touché quoi. Il fait partie des jeux qui m'ont touché. Comme les Life is Strange, comme plein d'autres, et voilà. Et suite ou pas, je m'en fous. Enfin, je pense que ouais, l'histoire a une part beaucoup plus importante que dans un jeu surcoté comme Stray. J'étais sûre. Non, mais j'ai aimé Stray quand même. Mais bref, jouer à Plague Tale Requiem et c'est mon coup de cœur de cet épisode 47. Bisous. Conclusion. Et bravo Olivier de la Rivière. qualité. Non, mais je touche pas à Asobo. Hein. Franchement, Asobo, voilà. Bah si tout je dis, c'est trop bien. Non, mais pas comme ça. J'ai compris. Merci pour ces coups de cœur. Toi, bon, ça, merci. Merci à nous deux, mais tu voulais peut-être enchaîner. Mais attends, oh là là. Oh. Ah, mais ouais. Lancez-moi des cailloux, lancez-moi des cailloux, pardon. Ça fera ce bruit. Non, mais t'as dit c'est le bisutage, j'avais oublié. Non, mais c'est pas grave. Voilà. Ah, Non, c'est là, moi le bisutage. C'est la première en. C'est- Ah. En plus, c'est moi qui lui ai fait le premier appel quand Ah. elle est arrivée au studio, donc voilà. En plus. Mais Eva, C'est pas grave. Eva, non, C'est pas grave, Eva, mais c'est pas grave. on a envie d'entendre ton coup de cœur. Alors, je viens de changer aussi au dernier moment, mon coup de cœur. Parce qu'en fait, tu as parlé de manga et ça m'a fait penser à un manga et je me suis dit que c'était le moment aussi d'en parler parce que, en fait, je pourrais pas en faire une chronique entière sans spoiler, c'est le problème des mangas. Je voulais vous parler de My Home Hero. C'est un manga qui a été édité par Kurokawa et donc je fais la collection en fait. Pour l'instant, il y a 15 tomes qui sont sortis en France. Au Japon, je crois qu'ils en sont à 18 tomes. Et de ce que m'a dit Greg, qui est le directeur de Kurokawa, il n'y aurait pas plus de 20 tomes. Donc moi, je voulais une collection pas trop longue parce que pareil que pour les films, pareil que pour les séries, j'aime pas trop me lancer dans des trucs trop longs.
En fait, pour l'histoire, en gros, c'est un père de famille. Enfin, c'est une famille avec donc un homme, sa femme et leur fille. Ce père de famille-là, c'est un auteur de polar spécialisé dans les histoires bien noires, bien sombres. Et leur fille, ce couple tout mignon, tout gentil, a, je crois, 18 ans, quelque chose comme ça. Bon, une jeune femme. Un jour, ce père-là, je vais vraiment vous parler rapidement du premier tome, mais si je vous parle pas de ça, en fait, voilà, c'est obligé de parler de ça, ça spoil, mais sans spoiler quoi que ce soit, en vrai. Ce père-là trouve des marques sur le corps de sa fille. Et il commence à se demander ce qui lui arrive, et il va vite faire mener l'enquête, parce qu'en tant qu'auteur de polar, c'est sa spécialité. On va se rendre compte qu'en fait, sa fille est violentée par son petit ami. Lui, ça passe pas du tout. Il va décider un jour, c'est un accident, mais il va quand même décider de tuer ce petit ami-là en question. Et sans savoir qu'en fait, ce gars-là faisait partie d'un gang de Yakuza. Donc en fait, il va commencer à être pris dans un engrenage où tout le monde va finir par le rechercher, il va devoir protéger sa famille. Sa priorité, c'était protéger sa famille, protéger sa fille, sans lui parler de ce qui se passe, tout en ayant tout un gang derrière lui, un gang qui l'approche de très près, dont une personne qui est en contact direct avec lui en permanence, pour essayer de savoir si c'est vraiment lui ou pas, parce qu'en fait, il y a des doutes. Personne ne sait vraiment par qui a été tué ce fils de Yakuza. Mais en fait, voilà, c'est absolument dingue. Je peux pas rentrer plus dans les détails. Il y a ce côté-là de vraiment protection, sacrifice pour sa famille, et en même temps hyper intéressant sur le côté polar thriller que moi j'aime beaucoup. Et je regarde que ça, je mange que ça, je bouffe que ça, je joue à ça, j'adore ça. Mais en fait, moi j'ai trouvé ça particulièrement touchant. J'ai pas fini, hein. Enfin, je suis à jour, mais c'est-à-dire c'est pas encore terminé, et je pensais vraiment que ça allait s'essouffler au bout de 10 tomes, je sais pas. En fait, pas du tout. À chaque fois, il y a un nouveau rebondissement, il se passe toujours quelque chose. Et je trouvais ça extrêmement touchant, parce que personnellement aussi, j'ai une relation particulière avec mon père, un peu conflictuelle, un peu passionnelle. Et il y a ce côté-là aussi que je retrouve beaucoup dans le manga, et c'est super bien écrit, super bien amené. Et ça va être justement adapté en animé. C'est prévu, je crois, pour premier trimestre 2023, pardon. Il me semble en avril 2023. Ok. Je sais plus par Crunchyroll. Peut-être Crunchyroll. Je sais plus quelle plateforme. Ils ont le mais, monopole maintenant. Donc. C'est possible. Hein. Je me souviens avoir vu l'annonce sur Twitter, et j'étais là genre, oh, trop cool et tout, trop bien. Parce que j'ai trop envie de voir comment ils vont présenter ça en version animée. Voilà. Que Trus, tu me regardes parce que t'as envie d'avoir un coup de cœur. Ah, il y a que Trus qui est là. T'as un coup de cœur? Wow. Non, un seul. 5. Un seul coup de cœur, pas 4. C'est le moment. Le micro passe à côté. Un seul, j'en prends. Ok. Ah oui, attends, je t'ai mis faut que je parle de très loin sur ce micro-là. Juste une petite chaîne YouTube qui s'appelle La Théorie de Graham. Et c'est une chaîne sur le cinéma où il reprend des films, tu vois, comme un Interstellar, pour citer que lui. Et où en fait, il détricote un peu les intrigues, il essaie de deviner ce que les sens cachés que le réalisateur a essayé de mettre. Et voilà, on verra pas très longtemps, c'est ultra bien, on n'est pas forcément d'accord avec ce qu'il dit, c'est pas forcément vrai, mais en fait, tout le cheminement de pensée et toute la méthode qu'il a derrière, c'est hyper intéressant. Sinon, il y a la série Amateurs sur Disney+, il y a aussi... Ça fait deux là, Hop là, le micro retourne. Je pensais que tu allais parler de Monte jamais ça à personne, de la partie 2 de Orelsan. Je pensais que tu en parlais. Ça, c'est le 3. Ouais, Non, mais en fait, je pensais qu'il en la parlait. reco numéro 3. Je dis pas que j'ai kiffé, que c'est trop bien. Jordan, il a etc. passé Non, son troisième coup de cœur comme ça. Allez. Et voilà, merci, jingle. Non, je rigole. Bah, tu l'as dit, il l'a fait. Hein. Voilà. Bien évidemment, toutes les références, tous les liens qui concernent de près ou de loin les chroniques qui ont été faites et couvertes durant cet épisode seront en lien dans la description. Pardon, je me mélange de cet épisode. Les mots, les phrases. Les mots, les qu'est-ce qui phrases se n'ont passe plus aucun sens. Je vais juste faire un petit récap de vos chroniques. Du coup, John a parlé de The Beers, série Disney+, réalisée par Christopher Storer. Eva a parlé de 47 cordes, roman graphique signé par Timothée Le Boucher aux éditions Plénat. Et... Oula. Hey. Et Stray. On va le garder parce que la façon dont tu l'as balancé était très bien. Heidi, du coup, parlait de Stray, développé par Blue 12 Studio. Et c'est tout. Et c'est déjà bien. Je vais
avant toute chose, vous dire merci pour ces superbes chroniques, mais aussi vous faire un petit rappel à nos auditeurs que le Contrecast fait partie du VHS, Vaisseau Hypersensas, association qui se finance via un Patreon dont on vous filera le lien en description. Si jamais vous voulez, avant les périodes de Noël, nous faire plaisir, que Truss a demandé des casques, par exemple, parce que maintenant on a des écouteurs intra, mais on les a demandés il y a 1 an. C'est comment se mettre à dos les gens. Non, je rigole, Nivrae, hein. Pas de... mais voilà, si vous voulez, en tout cas, supporter tous les podcasts qui sont accueillis par le vaisseau et nous aider à continuer voilà, sur de multiples épisodes, n'hésitez pas. Il n'y a pas de prix fixe. Voilà, Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite surtout. C'est ça que vous devez retenir. Mais voilà, il n'y a pas de petite contribution. C'est ce que je voulais dire. Je vais faire un petit tour des réseaux sociaux de toutes et de tous, juste pour savoir où est-ce qu'on vous retrouve en dehors du Contrecast. Je vais commencer par John Couscous. Et ben, je vais faire de la pub pour un truc que j'ai jamais dit, je crois, dans ce podcast. Je vais faire de la pub pour mon autre podcast qui s'appelle le John Cascast. Et allez l'écouter, je parle de Stray notamment et d'autres jeux, d'autres trucs. En fait, c'est en 3 temps. C'est j'ai vu, j'ai joué, j'ai fait. D'ailleurs, c'est j'ai joué, j'ai vu, j'ai fait. Les jeux auxquels j'ai joué, ce que j'ai vu comme série, comme film, et ce que j'ai fait, c'est ce qui rentre pas dans les 2 premières cases. Genre, je suis parti en vacances, j'ai fait un musée, j'ai lu un bouquin, etc. C'est le John Cascast. C'est un format plus court. Ça dure voilà, c'est 15 minutes de bonheur. C'est idéal quand tu vas courir, quand tu fais ta vaisselle, quand tu prends le métro et que tu n'habites pas très loin de ton travail, etc. Voilà, c'est tout. Eva, où est-ce qu'on se retrouve? Alors moi j'ai pas de podcast. Là-dessus, pendant Oui, là, oui, mais maintenant. pas de podcast personnel. Mais sinon, on peut me trouver sur Twitter, donc exav-t, ou sur Instagram, pardon. Tiré du bas. T'aimes pas le tiré du bas? Alors, underscore. Je recommence. Exav_t. Tiré du 8t. Et sur Instagram, c'est silly_turtle, comme une tortue idiote. Voilà, c'est la traduction littérale. Si jamais. Voilà. Un jour, j'expliquerai pourquoi je m'appelle comme ça sur Instagram. Oui, il faudra. Ouais. Ok. Ah yes. Ça... Unpopular Unpopular- opinion et racontez-nous vos pseudos. Chronique. Ali? Yes, bah moi ça va être Eloélie sur Twitter. Voilà. Et c'est tout. Voilà, merci, C'est déjà bye bien. bye. J'ai envie de dire que Truss, parce que maintenant que tu as pris le micro pour caler tes 3 coups de cœur, tu as le droit de faire la pub de tes réseaux sociaux. Tu peux citer 3 trucs. Bonjour, c'est que Truss. Moi, on peut me retrouver dans Comics Outcast. Voilà, on peut me retrouver sur Instagram, c'est que Truss, K-E-T-R-U-S. Sur Twitch, la chaîne L'Appel, et sur YouTube aussi, la chaîne L'Appel, où je fais un actual play. C'est vrai que j'ai été incroyable dans le dernier, donc ouais, je sais pas, j'ai pas réécouté, donc je peux pas vous le dire, mais vous êtes obligé d'aller écouter. Et puis voilà, puis vous pourrez me retrouver. Ouais, c'est ça, c'est pas grave, c'est bien. Merci, Cutrus. Merci. Instagram, c'est bien. Je vais me tourner vers toi, John. Ouais, ah oui, j'ai une question à vous poser, c'est vrai. J'ai oublié. Est-ce que vous savez combien de minutes va durer le bonus qui sera accessible aux patronautes, qui sera diffusé juste après ce podcast? Alors, je vois à ma droite que quelqu'un lève la main, mais je sais pas si tu souhaites répondre, sachant que tu n'as pas de micro. Attends. Tu peux crier fort, sinon on t'entendra peut-être de loin. Et ouais, combien de minutes va durer ce bonus qui va être enregistré juste après et qui sera diffusé le même jour que l'épisode? 5. Exactement, c'est 5 minutes. Et pourquoi 5? Comme le nombre d'étoiles que vous allez mettre sur les différents lecteurs de podcasts comme Spotify, Podcast Addict, Apple Podcast, Google Podcast, le John Couscous Podcast, je sais pas si ça existe, je pense pas. Et bref, tous les trucs que vous écoutez, mettez 5 étoiles. Et si vous l'avez déjà fait, comme d'habitude, votre grand-mère, votre voisin, votre neveu, votre filleul, vous pouvez aller prendre son téléphone et mettre ces 5 étoiles. Merci bien, ça nous soutient. À toi, à vous les studios. À vous les signes. Non, encore un grand merci à toutes et à tous pour vos jolies chroniques. On se retrouve de toute façon le mois prochain parce qu'on ne fait pas de pause pour Noël ou en fait voilà, on vous aime trop, alors on fait quand même un épisode pour Noël.
Et puis, merci encore à tous nos auditeurs pour être encore là au bout de ce 47e épisode. C'est pas le dernier, hein, juste pour ceux qui n'ont pas compris le message, on continue. Hein. On continue. Donc, voilà. Continuez à venir nous voir, à nous mettre, à donner de la thune et à nous mettre des étoiles. Voilà. Et voilà. Et on vous aimera pour toujours. On vous aime déjà. Mais on vous aime déjà. Si vous écoutez ce moment-là, c'est on vous aime déjà. Plus. Un peu. Plus. Beaucoup plus. Ah, il appuie, il faudra peut-être parler là, c'est ça? Ah, ok. Tu peux continuer. Parce Merci. Que, apparemment, tout le monde parle pendant les N'importe quoi, tiens. Miaou.